Salutations, bonjour à toutes et à tous, c'est Nox, c'est moi qui fais le montage de cet épisode, et j'en profite pour faire un petit peu de com'. Je serai présent au Relic Commander Party à Rennes le 24 février 2024. C'est un petit événement Commander où on sera une centaine de joueurs en mode Colo Magic pendant un week-end. Ça sera vraiment exceptionnel, alors je vous invite à prendre votre place. En tout cas, il y a toutes les informations disponibles en commentaire. Bon, et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez nous suivre sur à peu près toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. On fait un peu de contenu exclusif quand j'ai le temps. Sur ces bonnes paroles, on détape nos permanents, on pioche, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous et merci d'avoir transplanté avec nous dans cet épisode du Pain Scram. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre de la nostalgie et du renouveau autour de notre jeu de cartes préféré. À ma droite, j'ai... Alors là, il n'y a pas marqué ton introduction dans ton truc, là je t'ai interrompu. C'est pas mal. Est-ce que t'es en train de rigoler ou t'es en train de pleurer? Et ben voilà, comme l'a précisé Charles, on est dans ce 42e épisode du Pain Scram, je crois, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Mais avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter les gars? Voilà, je commence. C'est toujours intimidant de s'auto-présenter, mais bonjour, je suis Théo, Rivière dans mon nom de famille. Je suis auteur de jeux de société à temps plein depuis à peu près 5 ans maintenant. J'ai aussi écrit un tout petit peu de jeux de rôle, mais principalement mon boulot c'est de faire du jeu de société avec diverses maisons d'édition. J'en ai sorti à peu près 70 aujourd'hui. Et à côté, j'ai co-créé la Team Kaedama, qui est une équipe qui fait à la fois du consulting pour des maisons d'édition et du jeu de commande, notamment du jeu à licence. Donc à partir d'un cahier des charges, on fait des jeux très précis, des fois un peu moins funky parce que des trucs pour des entreprises, mais des fois des trucs un peu rigolos parce qu'il y a des licences sympathiques. Est-ce qu'un jeu de commande, c'est quand on joue à Amazon? C'est plutôt quand on joue à la D'accord. PlayStation. Est-ce que tu peux juste citer un ou deux jeux que t'as fait de commande? Parce que j'en ai pas en tête comme ça. Notamment cette année, on a sorti un jeu Batman qui s'appelle Infiltration à Gotham, qui est un jeu à identité secrète dans l'univers de Batman. On a sorti un jeu Naruto qui s'appelle Au secours de Konoha, qui est un jeu coopératif de cartes. Dans les trucs un peu rigolos, on a fait un jeu de commande pour Royal Canin, qui est sorti que pour les formations de Royal Canin, où on doit gérer l'apport en micro et macronutriments pour notre petit chien ou notre petit chat. Ok. Ça par exemple, ça a été édité à... Même moi j'ai pas de boîte, ils ont dû en faire une dizaine je pense, et ils s'en servent au lieu de mettre des diaporamas pas terribles pendant leur formation maintenant, idéalement ils font jouer à notre jeu à la place. Ah, c'est grave cool. Ok. C'était assez rigolo à faire là pour le coup, on essaye de pas trop faire de l'institutionnel pur et dur, parce que c'est souvent un cahier des charges pas très rigolo, mais là il y avait un côté un peu gentil Tamagotchi, où tu essayes de voir si donner des bananes à un Yorkshire ça va être dangereux ou pas, et t'apprends au fur et à mesure, qui était assez sympa à faire. Sans tuer du coup le Yorkshire. Sans tuer, et c'était un des trucs de notre jeu, c'est des fois tu peux tuer ton animal en lui en donner une trop mauvaise alimentation, et donc les gens sont traumatisés, et après ils arrêtent de donner du beurre de cacahuète à des chats ou d'autres trucs débiles. Ce qui semble être une bonne idée finalement. Ouais. Je voulais juste remettre le truc en perspective, t'as dit que t'avais fait 70 jeux et t'es dans la trentaine à peu près, parce que ça fait vraiment beaucoup de jeux. Ça fait pas mal de jeux, effectivement. Moi je me la suis pété un peu en me disant ouais, j'enregistrerai un podcast avec Théo Rivière lundi et tout. Il fait, ah ouais, c'est lui qui a fait. Et à chaque fois il me disait des noms de jeux, il disait genre c'est vrai, il a fait ça. Et là, genre ah bah ouais, genre La Maison des Souris qui est un de nos meilleurs vendeurs pour les enfants. Détective Charlie que j'adore vendre aussi parce que chaque fois les parents ils ont des étoiles dans les yeux. Sea Salt and Pepper, je pense que c'est un de nos bangers de cet été, et même cet hiver ça continue de fonctionner de ouf aussi. Et bon, j'en reparlerai plus tard, mais t'as fait des collabs aussi qui sont super chouettes avec d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Charles, oui. Est-ce que tu pourrais te présenter, même si je pense qu'au bout d'un moment les gens te connaissent? Oui, alors moi j'aime beaucoup m'incruster dans le pince crâne, donc si vous avez réussi à m'éviter jusque-là, bien joué, mais ça, votre streak s'arrête ici. Du coup, je m'appelle Charles Wickham, je suis un joueur compétitif de Magic depuis maintenant près 2015-2016. Je suis également l'hôte du Podcaster Mage. C'est un podcast que je tiens avec Théo Méry où nous racontons toutes sortes de choses sur Magic, le côté compétitif principalement. Où on fait ça depuis 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça, on commence à faire. Voilà, j'essaie de me qualifier à toutes les compétitions du plus haut niveau. Je suis allé pour le moment qu'une seule fois au Pro Tour, mais j'espère bien y retourner. Et sur mon temps libre, c'est-à-dire le temps du travail de tous les jours, je suis game designer
pour le TCG qui s'appelle Altered et j'espère que vous en avez entendu parler, sinon c'est que Bambi a mal fait son travail et allez demander à votre ludicaire bien évidemment ce que c'est parce que j'ai pas le temps de vous expliquer. Et ben moi j'ai mon roadshow qui est programmé pour le 3 février. Let's go. Tout ça vous sert le 3 février. Let's go. En vrai, Tout ça vous sert le 3 février. En vrai, il y a moyen que je puisse venir. Ah viens, Fran- viens mec, ça va être Franchement, super. ça serait marrant. Il y aura des gâteaux. Bon, avant de commencer, je vais faire une intro à mon intro. Très bien. Déjà, je voudrais remercier Charles évidemment d'être là parce que j'adore discuter avec toi parce que t'es une vraie pipette, c'est super. Je voudrais remercier Théo d'être là parce que c'est chouette aussi de l'avoir et je voudrais aussi le remercier pour le travail qu'il fait parce que c'est un travail qui est monumental. Être auteur de jeu c'est hyper difficile et en fait je voulais faire une petite séquence émotion parce que tu as fait plusieurs jeux avec Maxime Rambourg qui est une personne qui est chère à mon cœur aussi, même si ça fait très longtemps que je l'ai pas vu ou j'ai pas bu un coup avec lui. Et pour la petite histoire, Maxime Rambourg c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Nancy à la fin de l'ours. On s'est croisé un petit peu aussi avec Théo. Et j'ai passé beaucoup de temps avec les 3 personnes qui ont monté ce café-jeu, qui étaient Gabriel Diornera, Maxime Rambourg et Samuel... J'ai oublié son nom de famille, je suis désolé. Colin. Merci. C'est 3 personnes pour qui j'ai énormément de respect. Et la dernière fois, je me suis rendu compte que ça avait été un petit peu mes modèles. Et si je suis dans le monde du jeu de société, c'est grâce à eux. Et du coup, voilà. Bravo. On les embrasse et on les remercie parce que du coup t'es un peu là grâce à eux, donc merci à eux de t'avoir formé. C'est Félicitations, vrai. ils ont fait du bon travail. Oui, donc voilà, c'était la petite séquence émotion et du coup merci Théo d'être là et de faire ce que tu fais parce que c'est chouette d'avoir des aussi beaux jeux et des jeux aussi. Ouais, moi aussi je vais dire merci à Théo pour mes cadeaux de Noël parce que du coup tous les jeux que j'ai achetés c'est les siens. Non, c'est pas vrai, moi j'en ai acheté 3, il en a fait 2 sur les 3. Oh. C'était quoi le troisième? Alice is Missing. Ah putain, c'est Oh, ça. quel Que j'ai fait pour ma chef-d'œuvre. copine. Ah, Je l'ai pas encore fait. C'est trop Il trop paraît que bien. c'est trop bien donc. J'ai fait 4 parties, je crois, et je les ai kiffées les 4. Tu peux y rejouer plusieurs fois? Je crois que c'était Ouais. one shot et une fois que tu l'avais fait c'était mort. Bon, tu as le droit de tricher si tu veux. D'accord. En vrai, c'est marqué que c'est un jeu d'enquête dessus, mais c'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu d'impro. D'accord. Enfin, moi je le considère comme tel, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête à proprement parler en fait, c'est vraiment un jeu d'impro par texto. Ok. Enfin bref. Voilà, mon intro, ma séquence émotion est terminée. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler du vrai sujet qui est quand même Magic. Oui. Et je voudrais commenter un peu l'actualité avec vous. J'avais très envie de commenter l'actualité avec vous parce que d'un côté, on a un joueur qui est extrêmement investi dans le milieu compétitif, et d'un autre côté, on a un joueur qui est en train de se remettre à Magic, qui est un petit peu du coup le sujet principal du podcast, à savoir se remettre à Magic et pourquoi est-ce qu'on se remet à Magic, pourquoi est-ce qu'on se fait ce mal-là. Et du coup, j'avais envie de commenter un petit peu avec vous du coup l'actualité. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à savoir avec du coup l'extension Meurtre au Manoir Karlov. La première du coup c'est Wizard qui décide de shifter un petit peu et qui décide de dire bon finalement on a peut-être déconné, on a fait trop de boosters, du coup on se met à faire des play boosters. Tout petit rappel sur qu'est-ce qu'un play booster. En gros, vous aviez les draft boosters, c'est les boosters que vous connaissiez quand vous étiez vieux joueur de Magic, à savoir des boosters qui étaient faits pour être ouverts et pour être draftés. Wizard a décidé avec l'arrivée de Zendikar 3ème du nom de faire des boosters d'extension, qui étaient des boosters qui étaient faits pour être ouverts. Ils se sont rendus compte que ça a fait énormément de mal aux draft boosters qui n'étaient plus vendus et que du coup il y avait moins de jeux limités qui étaient faits. Et donc du coup ils ont décidé de fusionner les deux et de faire du coup des boosters de jeux, des play boosters dans lesquels du coup il y a à la fois de quoi drafter et à la fois aussi de quoi s'en mettre plein les mirettes avec des traitements alternatifs, plus de rares et tout un tas de choses. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour du coup un peu aux sources, mais tout en modifiant un peu le truc des play Si boosters? je peux commencer, parce qu'en fait il y a un truc dont t'as pas parlé, un produit dont t'as pas parlé qui pour moi est vraiment pertinent dans cette équation, c'est le Collector Booster. Le Collector Booster c'est un produit supplémentaire qu'ils avaient rajouté, ils avaient donc 3 types de boosters. Et du coup, lui, le Collector Booster, c'était un produit, comme son nom l'indique, qui est plus collector, qui coûtait plus cher, c'était genre de l'ordre de 10 à 15 balles, et pour les versions promo, enfin pour les sets plus chers, comme Modern Horizon, c'est dans les 30 balles, je crois. Mais non, c'est 28 balles pour une extension standard. Moi, je les vends à 28 balles, les Collector Tu Boosters. arnaques tes clients. Non, en vrai, j'en sais rien du tout. Je sais juste, j'ai jamais acheté un Collector Booster de ma vie, donc je sais pas combien ça coûte, mais je sais juste que c'est un produit qui est plus cher, qui est un peu collector, etc., dans lequel tu as du rare, de la rare, de la folle, plein d'unco, etc., et pas de commune, qui, à mon sens, était le bon produit pour les gens qui veulent ouvrir du booster et avoir des trucs cool.
Et en fait, pour moi, c'était un peu le set booster qui avait pas trop de sens entre le draft booster et le collector. Et de ce que j'ai compris, Wizard a artificiellement boosté les ventes du set booster en obligeant les shops à en prendre pour avoir du draft booster. C'était pas le cas de mon côté, Okay. en tout cas. Mais en tout cas, il y a eu des retours sur internet de shops qui disaient que ça s'était passé. Alors après, je sais pas exactement à quel point c'était vrai. Et si. Je pense que ça dépend des quantités Ouais, aussi. s'il y a beaucoup de gens qui prenaient du set booster plutôt que draft, etc. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'au passage, ils ont fait une fusion un peu chelou et qu'ils en profitent pour monter le prix du draft booster en disant ah, bah, vous allez drafter, puis les cartes en plus, bah, vous les jouerez, ça sera sympa, etc. Et j'ai un peu l'impression qu'ils voulaient juste monter le prix du draft booster et qu'ils savaient pas trop comment faire. Et qu'ils nous ont un peu arnaqué au passage. Je trouve pas ça hyper honnête de leur part. Après, est-ce qu'ils avaient besoin d'autant de boosters différents? Je pense pas. Moi, ça a été un peu bizarre parce que j'ai jamais ouvert de set booster de ma vie. Parce que quand j'ai joué à Magic, il y avait que des boosters et ça avait pas de nom bizarre. Et derrière, on en reparlera, mais j'ai continué de jouer un tout petit peu, mais que en limité. Donc, on ouvrait des boosters de draft parce que c'était avec ça qu'on draftait. Et derrière, là, en reprenant, j'ai pas encore acheté beaucoup de cartes, mais j'ai acheté 2 boosters collector parce que j'étais curieux. Et il y a un côté de ok, c'est un spectacle, son et lumière, t'ouvres, il y a du foil partout. Et moi, je suis vraiment très très nul sur ça, donc j'adore quand ça brille, les traitements alternatifs, les trucs bizarres. Donc vraiment, c'était un grand plaisir d'ouvrir des boosters, tout en me sentant un peu sale d'avoir dépensé 25 € dans un booster, effectivement. Un truc très bizarre de la vie d'adulte qui rejoue à Magic. Après, là où je trouve qu'il y a une logique qui est pas nulle, c'est que, en tout cas, moi, quand je jouais beaucoup, et même là aujourd'hui, un booster de draft, c'est un peu triste quand tu l'ouvres comme ça. Il y a un truc de, ouais, t'as une rare, t'as plein de cartes dont tu t'en fous, tu vas jeter la moitié des trucs à la poubelle ou dans la boîte à commune de la boutique. Il y a vraiment un côté de, c'est pas si chouette d'ouvrir un booster. Là où j'ai l'impression, alors j'ai loupé la plupart des TCG après Magic, j'ai juste ouvert quelques boosters de l'Orcana avec des copains qu'on avait achetés. Mais rien que le fait d'avoir une foil garantie par booster, en fait, ça m'amène déjà un peu plus de joie, je suis un peu plus excité à l'ouverture. Donc j'ai l'impression qu'avoir des boosters un peu plus funky, c'est chouette. Après, effectivement, c'est plus cher, et donc il y a une dimension de... Ça va rendre forcément les boosters moins accessibles, les drafts plus chers en boutique, donc ça, c'est toujours un peu questionnant, mais j'ai l'impression que c'était un bon moment pour réfléchir le format. S'il avait réfléchi sans augmenter les prix, j'aurais trouvé ça super. C'est un peu la conclusion qu'on avait eue avec JE, parce qu'on en avait parlé du coup dans un épisode aussi, et la conclusion c'est pourquoi pas en fait, parce que ça donne une nouvelle expérience de limité, et c'est chouette, et encore une fois ça permet aux gens qui veulent ouvrir des boosters juste d'ouvrir des boosters pour le plaisir et d'en prendre plein les mirettes. Mais d'un autre côté, si tu fais une augmentation de 30% de ça, tu vas faire chier tout le monde en fait. C'est tout simplement. C'est les joueurs de limité, ils vont avoir leur draft plus cher. Et les gens qui voulaient juste ouvrir des boosters, ils ont moins de trucs que dans les 7 boosters pour le même prix. Du coup, t'as réussi à emmerder tout le monde. Félicitations. Ouais, en fait, moi, ce que j'aurais pensé, ce que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, ils enrichissent ces boosters avec des cartes puissantes pour que les gens aient envie de les acheter. Mais du coup, ces cartes puissantes viennent pourrir ton format limité, en fait. Et régulièrement, tu te retrouves avec des merdes genre Bitter Blossom en limité ou des trucs comme ça complètement imbattables. Parce que Bitter Blossom c'était du coup une rare PT qui était sur la bonus sheet de Wells of Eldraine, et régulièrement dans les sets standards ils font des bonus sheets ou des machins sur lesquels ils mettent des cartes chères mais qui du coup sont souvent très puissantes, et du coup quand tu les ouvres en draft c'est méga fort. Et moi j'aurais plutôt pris le contre-coup de ça en fait, j'aurais fait du draft booster plus épuré avec moins de cartes PT et du collector booster dans lequel je mets mes cartes PT en fait, et mon draft booster plus épuré je l'aurais mis moins cher. Et j'aurais dit, il est fait pour jouer en limité. Dedans, il n'y a que des rares de standard. Et voilà. Et mes cartes PT, machin, je les mets dans le collector. Et là-dedans, il y a du funky, du cool, du machin, du truc. Et mon booster de draft, il coûte 2 balles. Et mon booster collector, il en coûte 20. Et puis, on est bon, tu vois. Le problème, c'est que tes boosters de draft qui sont, entre guillemets, accessibles pour les nouveaux joueurs ou les petits portefeuilles, tu peux pas les rendre attractifs si tu mets pas ce genre de truc. Tu les rends attractifs parce qu'ils sont moins chers. Oui, mais du coup, t'as pas des jolies choses dedans, donc du coup, t'as moins envie d'en acheter. Enfin, tu vois, c'est pas un paradoxe, mais... Pour moi, l'attractivité, c'est juste une proportionnalité. À quel point ce que t'as dedans est bien par rapport à son prix. Si tu baisses le prix, mécaniquement, ça devient plus attractif, même si tu baisses ce qu'il y a dedans. Oui, mais du coup, il y a des choses qui deviennent inaccessibles. Oui, mais c'est un TCG, il y a déjà tellement de trucs qui sont inaccessibles. C'est vrai.
Et après, je me demande s'il y aurait même pas un... Mais on va pas révolutionner leur format de booster, et ils nous écoutent pas, mais s'il y avait pas un truc à faire sur... Parce que quand je t'entends, à la fois, Charles, je suis hyper d'accord, et à la fois, moi, pour avoir fait 100% des derniers drafts que j'ai fait ces 10 dernières années, c'était avec des joueurs qui jouent 3 fois par an en faisant un draft à Cannes ou à Essen, qui sont les grands salons de jeu, en étant à l'arrache. Et ces joueurs-là, je vois bien que quand ils ouvrent un Bitter Blossom, c'est le plus beau jour de leur vie, ils le draftent, et ils perdent quand même s'il y a Timothée Simoneau à la table, mais autrement, ils vont quand même réussir à faire une meilleure perf que d'habitude, et c'est hyper agréable pour eux. Et donc, s'il faudrait pas presque tu vois, un format de draft spécial pour les vrais tournois et les trucs compétitifs, où là, il n'y a pas de truc pété, et en même temps, un format un peu sympa où on draft avec les copains, et oh putain, t'as eu une mythique trop bien, bah ouais, trop la chance, ok, bah c'est cool. Typiquement, c'est pour ça que moi j'aime bien le format avant-première. Parce que quand tu joues à l'avant-première, tu as un pack d'avant-première qui est spécial, dans lequel tu as des promos en plus, etc. Et pour moi, c'est ok d'avoir un format avant-première dans lequel il y a beaucoup de variance, avec des cartes pétées, etc. Et de toute manière, on joue pour rigoler. Et si mon adversaire qui est nul, il a un pool avec des cartes pétées, c'est ok. Mais quand je vais faire un draft avec des potes, ça me fait chier d'être dans ce setup-là. Et après, oui, je suis d'accord que j'ai mon profil Spike, et du coup, j'ai envie d'avoir de l'Agency sur mes parties, et forcément, quand elle est répétée, ça me saoule. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est la conclusion aussi qu'on avait eu avec JE, à savoir avoir vraiment un truc, un format qui est fait pour être drafté. C'est genre un booster à 2 balles, effectivement, avec des cartes, on s'en fout. Même à la rigueur, elles sont de moins bonne qualité ou un truc dans le genre, si tu veux vraiment justifier le prix du booster moins cher, mais c'est juste pour avoir une vraie expérience de draft qui soit équilibrée et qui soit faite pour les spikes, quoi. Et d'un autre côté, tes boosters que tu ouvres pour le plaisir ou pour les gens qui veulent un peu plus de variance, quoi. Enfin bref. Mais je pense que d'un autre côté, pour terminer sur les boosters de jeu, il y a un côté qui est vraiment très 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 plaisant. C'est pour les ludicaires. Oui, il y a un seul produit, c'est pas mieux. Ah putain, mais bien sûr. Enfin, 2 produits, parce que moi, les boosters, j'en prends en français et en anglais, parce que j'ai des clients qui veulent en anglais. Donc, comme moi. Donc du coup, voilà. Donc du coup, non mais oui, mais je comprends, hein, c'est compréhensible, hein, mais c'est vrai que du coup, moi quand je fais une commande Magic, j'ai au minimum 6 produits. J'ai draft, extension, collector, en anglais, en français. Ah ouais, c'est en plus des précos, les machins, les trucs. Plus les bundles, en anglais, en français, plus les decks commander, que je prends plus en anglais sauf à la commande, mais enfin voilà, après ça fait un stock qui est monstrueux, et du coup tu vends pas tout, et après c'est chiant, il faut que tu les discountes pendant tes Black Friday, machin, enfin c'est relou. Voilà, c'est ça. Donc, d'un côté, moi c'est le seul truc positif que je vois dans le draft booster en tout cas. Mais je pense que c'est un gros truc positif, hein. En vrai, la confusion du client, c'était gênant à mon avis, et on a vu qu'il y avait beaucoup de shops qui se plaignaient d'avoir trop de produits, donc je pense que ça c'est une bonne chose pour le coup. On a parlé un peu des traitements alternatifs. Vous en pensez quoi, vous, des traitements alternatifs? Parce que au début, on n'en avait pas. Puis on a commencé à en avoir un petit peu, et c'était souvent des cartes promo, et du coup c'était plutôt pour récompenser les joueurs récompenser les joueurs à venir en boutique. Puis après c'était des cartes qui étaient pour les tournois aussi, pour les judges, et maintenant il y en a partout tout le temps. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le jeu ou pas? Tu veux y aller, Théo? Ouais, je peux y aller si tu veux. Moi j'adore ça de ouf en fait. Il y a vraiment un truc de... Et là, quand je vois sur la prochaine extension cette espèce de truc avec des petits messages en encre subliminale qui vont se dévoiler que à la lumière, il y a un côté un peu genre... Ok, trop bien en fait, parce que les mecs comme moi qui aiment bien les traitements un peu bizarres, et j'aime bien parce qu'ils leur donnent toujours des noms un peu rigolos, mais les Double Rainbow Foil, les Confetti Foil, les Galaxy Foil, tous ces trucs-là, moi ça me fait rêver, et je suis très très content de les ouvrir, et ça contribue assez massivement à mon expérience d'ouverture de booster qui est agréable grâce à ça. Et en même temps, je me revois quand j'étais un joueur plus compétitif. En fait, tu t'en fous, et ça permet presque que les cartes pas chères soient encore moins chères, parce que le joueur ou la joueuse qui veut une carte pour pimper son commandeur, il ou elle va acheter la version Galaxy Foil à 120 balles, et la version normale, elle va être limite encore un poil moins chère, et toi, tu pourras les acheter pour en avoir 4 dans ton deck de standard, et tu seras parfaitement ravi avec ça. Donc il y a un truc de... Comme moi, je vois vraiment l'expérience de jeu comme étant une expérience un peu totale, et avoir ce côté... vraiment agréable d'avoir des belles cartes. Sur moi, ça fonctionne vraiment hyper bien, et j'aime bien qu'ils aient poussé les potards au maximum, qui est les cartes numérotées, les traitements complètement débiles comme dans les Secret Lair avec des affiches de films ou des trucs complètement fous. Vraiment, moi, ça m'amène énormément de joie quand j'achète des boosters, d'imaginer que je vais peut-être les ouvrir, et en fait non. Et donc il y a un truc qui fonctionne bien, j'ai l'impression, sans ruiner le marché, contrairement à quand il y avait...
typiquement les box stoppers qui étaient des rares alternatives, où là ça foutait vraiment la merde. Là il y a un côté de... C'est un peu indolore pour les joueurs qui veulent juste des cartes, et pour les personnes qui veulent pimper un peu leur deck, c'est un plaisir, donc je trouve ça assez chouette. J'ai un avis assez proche du tien, mais qui va quand même pas jusqu'au bout. Parce que je trouve que tu es un petit peu dans l'excès, à mon avis. Non, globalement, je trouve ça très cool qu'ils essayent plein de types de foils, comme tu as dit, Rainbow, Galaxy, machin et tout. Ce qu'ils avaient fait sur New Capenna, c'était très très cool. C'était Gilded, je crois. Ça avait le défaut d'être un peu plus en relief. Du coup, nous, on pouvait... Ils avaient piqué ça à Dragon Ball. Ouais, nous, on pouvait pas les jouer en compétitif, puisque c'était trop épaisse, les cartes. Ça, c'est un peu relou, quand même. Oui. Et typiquement, ça m'a fait penser à un jeu de cartes que j'ai vu. Au boulot, on a plein de jeux de cartes différents, je me rappelle pas du nom. Mais il y en avait un qui avait un traitement où il y avait des espèces de taches de sang en relief foil. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc-là, mais c'était vraiment... Ouais, si je vois, c'était un... Je crois que c'était un jeu français. C'était un jeu français qui avait fait un Kickstarter. Je sais pas, on a tous les jeux français qui ont fait des Kickstarter possibles au taf. Et lui, ils avaient des traitements méga beaux. C'était vraiment très très stylé. Je trouve ça très cool, ce genre de truc. Ça, j'aime beaucoup. Les types de frames spécifiques, même si des fois j'aime pas, genre typiquement le truc des Phyrexions là, avec les petits Phyrexions partout, je l'avais dit ça, giga promo, je sais pas quoi, que je trouve hyper laid, mais bon, ça marche pas à chaque fois quoi. Mais les frames, tout ça, je trouve ça très cool. Les trucs en Phyrexion, je trouve ça cool. Le problème, c'est... déjà, il y a les cartes Magic qui sont illisibles. Genre, les Ulamog affiches de film, c'est un peu relou. Ah putain, mais quelle horreur, les cartes du Seigneur des Anneaux là. Ouais, voilà, les cartes, c'est plutôt ça. Le Ulamog affiche de film, à la limite, il est chelou, mais il est marrant. Mais il n'y a pas de texte. Donc, au moins, on voit que c'est un Ulamog. Et si tu le connais un peu, tu comprends un peu. Mais typiquement, le Sauron là, ou le One Ring, ou les trucs comme ça, affiche métal, je sais pas quoi. Ça, c'est complètement illisible. Du coup, à quoi ça sert de mettre du texte dessus en fait? Juste faites le full art, mettez pas de texte. Et Ouais, mais ça c'est relou aussi. Regarde là les promos Championship qu'ils ont fait. Ils ont fait ils ont fait Bob, ils ont fait Dark Confident. Tout le monde sait, tout le monde sait ce que ça fait. Et si tu sais pas ce que ça fait, tu peux l'expliquer en 2 secondes. Oui. Ils ont fait Lier qui est genre ok, tu vois, genre tu peux t'en souvenir aussi. Mais par contre ils ont fait Omnat. Ouais, Omnat, il y a des milliards de lignes de texte, c'est un même genre. Omnat pâte à modeler, je suis désolé, mais à part les gens qui ont vraiment beaucoup joué la carte, et encore. C'est super dur de se souvenir de ce que ça fait. Et t'oublies facilement un truc en fait. Genre c'est comme si tu faisais Questing Beast full art promo. Enfin, à mon avis, il y a des trucs où je pense que c'est pas très malin. Et typiquement, quand tu joues en duel commander, j'imagine qu'en commander multi c'est la même chose, et que t'as des gens qui s'amusent à mettre chaque fois la version la plus illisible de la carte, on n'y comprend plus rien et on reconnaît plus les cartes et c'est un peu taxant. C'est pire parce que t'as 2 fois plus de board à gérer. Ouais, donc voilà, j'y crois. Mais après, je sais que moi personnellement, j'aime bien avoir mon deck full foil. J'aime bien quand c'est pimpé, quand c'est joli, quand c'est machin. Moi, ma frame préférée, c'est la frame extended, donc c'est juste la même que la normale, mais en l'art un peu plus grand. Mais voilà, de temps en temps, occasionnellement, j'aime bien une petite frame un peu différente, un petit machin, un petit truc. Mais la sobriété quand même, quoi, quand ça devient n'importe quoi, je suis un peu perdu puisque j'arrive plus à lire les cartes, ça m'agace. L'élégance dans la simplicité. C'est ça, mais global. Ah, c'est marrant comme c'est pas des objets que j'imagine jouer en fait. Je crois que c'est aussi pour ça. Ouais. Il y a un seul truc que j'ai acheté comme ça de manière un peu débile, mais c'est le Secret Lair Junji Ito parce que je suis très fan de Junji Ito, donc il y avait un truc de ok, je vais les acheter. Les cartes sont assez moyennement lisibles, même si c'est des vraies cartes, donc en pratique je pourrais presque les jouer. Mais je les ai plus achetées en étant content pour les avoir, en me disant ok, je pourrais presque les mettre dans un petit cadre. Je sais qu'à l'atelier d'auteur auquel je vais régulièrement à Valence, Antoine il a acheté par exemple celle qui était très affiche de film. Il y a une Liliana, il y a des zombies très affiche série B. Et il les a fait encadrer et c'est plus un truc de déco dans l'atelier un peu sympa que l'idée de le mettre dans les decks. Le truc c'est qu'en fait en objet de déco c'est assez cool, mais moi je pense que si on veut un objet de déco on fait un poster, on fait pas une carte. C'est ça. Une carte c'est fait pour être joué, tu vois. La carte a tellement un truc un peu... Ouais, je comprends, à la fois je suis parfaitement d'accord et c'est fou comme... tu vois, sur un board game, un jeu de société, je serais vraiment... ma philosophie et l'école de pensée qu'on m'a transmise très fort, c'est... Ok, c'est l'ergonomie avant quoi que ce soit d'autre. Mais là, dans Magic, comme j'ai plus d'affect, je pense, il y a un truc de... Je suis plus touché par les cartes, donc je suis content d'avoir mon truc un peu moins bien lisible, mais un peu joli. Mais je vous rejoins sur le fait qu'il devrait le réserver. Là, je suis allé voir le Omnat parce que je le connaissais pas. Et effectivement, entre le texte de la carte et l'illustration, bon, je la trouve pas très réussie en plus, mais il y a un truc de
pardon, c'est quoi ce choix bizarre Ouais. Bah, effectivement, attends, moi quand t'as je vois, vu il y avait les Talia et Gitrog Monster les player rewards. Talia and Non, the je connais pas Gitrog ça. Monster, c'est la même merde. Hein. Ouais. Alors, c'est une Je carte vais tricolore avec 4 lignes de Ah. texte qui sont bien remplies. Et il y a une Store Ouais. Championship qui est très très belle, mais sur laquelle il n'y a aucun texte. Ouais. Et genre, c'est absolument impossible Là de se rappeler où, ça, tu vois. effectivement, Alors qu'il y a... à mon époque, c'était Pass to Exile et Lightning Voilà, Bolt qui c'est étaient des foulards. Bah, et c'est il y avait ça, un C'est ça, truc mais de, moi, ok, on Lightning savait Bolt ce que de c'était, foulard, c'est pas ce de que ça problème, fait. tu vois. Genre, j'explique Lightning Bolt, ça prend une seconde. Genre, j'explique Je mets Talia 3. and the Gitrog Monster, rien que la ligne Legendary Creature Human Frog Horror, c'est déjà trop long. Ah, effectivement, en plus, le résultat est pas, Moi, dans mon deck pas bon. dans mon deck Seismic Swan, je joue un carré de Treasure Hunt que j'ai pris en Player Reward, du coup textless, mais dans ma boîte, j'ai une version de Treasure Hunt avec le texte, parce que le rolling peut être un peu chiant. Ouais. Mais c'est chiant en fait, c'est relou d'avoir ce genre de truc, je trouve. C'est super joli. Je pense qu'on est tous les trois très d'accord pour dire que c'est très joli, mais c'est pas des pièces de jeu en fait. Mm. C'est Ouais, des jolis objets de collection. Et ça devrait pas avoir des dos magiques en fait, ça devrait avoir autre chose C'est ça. Hein. au dos. Ouais, je suis assez d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Il y a un seul truc par contre sur lequel je suis absolument ravi, mais c'est parce que je suis un vieux con à ce niveau-là, mais c'est oh là là, ils font tellement de versions rétro frame et il y a tellement un truc que j'arrive pas à expliquer exactement pourquoi, mais les foils rétro frame avec la petite étoile moi, complètement je peux cheap te là en dire dessous. pourquoi, c'est parce que c'est beaucoup trop beau. Oh là là, je trouve ça tellement magnifique et donc là il y a vraiment un truc complètement que j'ai envie addict à ce d'acheter que truc-là, ça, ouais, c'est alors horrible. vraiment, ça me Ouais, balance non, des pareil. shots d'endorphine dans les veines instantanément quand j'en vois une et je suis Alors oh que là là, moi, t'as vu comme ça pas du brille, tout, la quoi. petite étoile et tout, oh là là, c'est une dinguerie. Alors que moi pas du tout quoi. C'est parce que t'as pas de goût, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Puis j'aime de moins en moins les foils en vrai. Donc Bah c'est pareil, tu vois, en termes de... J'en parlais avec des copains là quand on a fait un week-end Magic avec des potes et on en parlait, ils disaient mais non mais les foils c'est nul, ça rend la carte moins lisible, ça assombrit l'image. Et tous ces arguments, je suis genre oui, c'est tout à fait vrai. Mais putain ça brille en fait, moi, voilà, ça c'est suffit, ça, parce non, que mais je suis ça complètement d'accord. m'excite un peu quoi. Je suis un enfant des années 90, c'est une vignette Panini de mec riche qui brille. Bon en fait je la veux et ça me Et cela donne dit, juste pour revenir sur ce qu'on a dit sur les full art qui on comprend rien, déjà en 2009, ils ont fait Cryptic Command full art et ils s'étaient pris le shitstorm. Moi je me rappelle. c'est vrai. Et ils ont, parce que Cryptic Command, mais tu vois, il leur a fallu 10 ans, mais ils y sont retournés quand même. En mode vas-y les gars, c'est pas grave, on y va quoi. on s'en fout. On bat les couilles. Ouais. Ouais, non. Mais en fait, j'ai une discussion avec un mec qui touche un peu à plein de TCG, et en fait, il y a ce rapport qui n'existe pas du tout dans Magic. Dans les autres TCG, notamment Yu-Gi-Oh par exemple, foil égale fort. Ah, En fait, il y a des cartes qui... Je vais prendre One Piece parce que je maîtrise beaucoup plus. ok, Dans One Piece, il y a commune, peu commune, rare, super rare et secret rare. d'accord. Et Secret Rare, Les c'est que communes et foil. les peu... C'est que foil. Bah c'est ça en fait, c'est que commune peu commune c'est en mode normal moche, rare c'est un foil mais juste l'illustration, super rare c'est genre une espèce de full art avec évidemment il y a des versions alternatives hein, mais les SR du coup bah c'est des cartes avec un espèce de traitement full art et évidemment foil, et les secret rares c'est les Capenna Gilded Foil avec du coup du relief et tout. Alors c'est ultra beau hein, et tout, mais du coup il y a ce rapport à bah c'est foil, il y a du relief, c'est fort. Et c'est trop drôle parce que tu montres une commune brillante à un joueur de Magic, à un joueur de Yu-Gi-Oh! Ou à un joueur de One Piece, il est persuadé que du coup c'est une carte qui a une rareté qui est élevée. Parce que ces cartes-là n'existent pas en fait dans mode pas foil par exemple. D'accord. Bah cela dit, ça Et inversement. fait Ah, du c'est- sens parce que ça évite de gâcher des slots de foil pour des cartes dont tout le monde se branle. Mais ça empêche d'avoir un deck full foil, Bah sauf si ton deck il est Bah, full c'est- super rare. Mais voilà. c'est vrai. Mais du coup, Mais, du coup l'idée mais c'est... pour l'anecdote, moi je me souviens que quand j'ai acheté mes 2 premiers boosters, un Jugement et un Odyssée à l'époque, dans mon booster Odyssée j'avais une commune foil, un truc vraiment tout nul qui fait gagner, j'ai plus le nom de la carte, mais un truc qui fait gagner des Secret PV. Faith. Non, et Run on tu- Faith. peut-être. Nourriche. Non, un truc qui fait pour 1 et 1 blanc, tu gagnes 4 et genre 4 de plus pour chaque rituel avec le même nom dans ton yard ou un truc dans le genre. Bref, c'est pas vraiment une mauvaise carte, mais elle était foil. Et vraiment, je me souviens enfant, j'avais j'avais 10-11 ans, être genre, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette carte? Qu'est-ce que j'ai ouvert? Pourquoi? J'avais déjà un peu conscience que gagner des points de vie, c'était pas une très bonne stratégie à Magic, donc je m'étais pas dit, waouh, la carte elle est trop forte, et vraiment j'ai mis un temps assez certain jusqu'à temps que des grands m'expliquent au collège, à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon booster pour que cette carte elle soit différente? Parce que c'était incompréhensible. Ok. Rigolo. Marrant comme anecdote. Mais ouais, du coup, il y a en fait, il y a cette dichotomie qui n'existe pas du coup à Magic, qui est que bah, les cartes foil, bah, elles sont plus fortes virtuellement en fait dans d'autres TCG, Ouais. Yu-Gi-Oh! Ou One Piece par exemple.
Bon, on papote beaucoup et du coup on n'avance pas du tout. J'avais très envie de parler d'autre chose qui était un peu la genèse de cet épisode et donc je reprendrai après. Vous en pensez quoi de ce featuring avec le Cluedo ? Moi, je suis excité de ouf. J'ai réussi à me hyper tout seul. Bah, en fait, au début, je me suis dit, oh non, c'est un Cluedo avec les personnages de Magic, c'est nul, je m'en fous. Le Cluedo, c'est vieillot. Je suis exactement arrêté à cette époque-là, moi. Et après, en fait, j'ai vu que c'était un gameplay qui était différent, que c'était un mélange entre Magic et le Cluedo, qui a un côté un peu de... Tu joues à Magic pour de vrai, mais il y a une dimension un peu enquête, tu vas trouver des indices, il va se passer des trucs. Et ils annoncent que ça se joue bien à deux. Et donc, je suis assez certain que je vais acheter un exemplaire pour voir, en fait. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils en ont fait. En plus, chez Hasbro, il n'y a pas les pires game designers au monde, et souvent, il y a des jolies choses qui se passent et qui peuvent sortir. Donc, à la fois, je me dis, ok, en fait, ça peut être... un Cluedo, mais en fait c'est Liliana qui a fait le coup et vraiment je vais être déçu. Mais j'ai l'impression que ça peut être un truc assez chouette avec une belle expérience. Donc après avoir lu le descriptif au-delà de l'annonce du produit, où je me suis dit vraiment non. Je crois que j'ai un peu envie de découvrir le truc. Ok, intéressant. Moi je me suis un peu arrêté à exactement ce que t'as dit. Surtout que les spoilers des cartes avaient une police absolument dégueulasse qui était illisible, je sais pas pourquoi. Ah, la police elle est horrible, c'est la police Cluedo, elle est dégueulasse. Ah, c'est la police Cluedo, c'est pour ça qu'ils ont fait ça ? Ouais. Ok, moi je me suis dit c'est des cartes Magic mais en pire que d'habitude. Du coup, non merci. Et, c'est du comics sans MS. Franchement, je sais pas. Mais... Et du coup, je me suis dit pourquoi je m'infligerais ça en fait. Genre, si je veux jouer à des mauvais jeux, je demande des conseils à mes potes qui sont pas game designers et ils pourront me donner, tu vois. Mais. Non, mais. Par contre, j'aime bien le design des cartes, je trouve ça rigolo, genre le flavor text en mode machine à écrire et tout. Je trouve qu'il y a des trucs marrants qu'ils ont fait et que c'était l'occasion de faire un produit un peu à la Unhinged. Je pense que c'est pas mal, mais genre c'est juste un truc de collection, tu vois. Après, s'il y a du gameplay qui va avec, ça n'a pas réussi à m'affecter suffisamment pour que je puisse lire et savoir ce que c'est, donc bougez pas. Je suis juste pas hypé, mais s'il y a des gens que je connais qui essayent et qui disent que c'est bien, je serais intéressé peut-être. Moi ça me fait penser Je te dirais. Ça me fait penser un peu à la tentative qu'ils avaient fait avec Conqueror of Ixalan, l'espèce de jeu de plateau je suis même pas au courant. C'était le premier Ixalan, ils avaient fait un truc qui s'appelait Conqueror of Ixalan, et en gros t'avais un espèce de plateau avec des tuiles, et tu te tapais dessus en jouant à Magic normal, en multijoueur je crois, si je me souviens bien. Okay. Et tu pouvais explorer des tuiles, et sur les tuiles t'avais des bonus. Tous les trucs que j'aime. Voilà. Ah, c'est alterne en fait, t'explores des tuiles et tout. Non, mais il y a des bonus. Non. Ok. Alors, je vais vous donner mon avis parce que j'avais juste très envie de donner mon avis sur ce podcast. Donne ton avis, qu'est-ce que tu penses du Cluedo ? C'est ton podcast. C'est vrai, c'est mon podcast. Je ne comprends pas cette hype autour du Cluedo. J'ai fait mes petites recherches parce que je voulais pas paraître pour un idiot quand j'allais faire ce podcast. Et le Cluedo, il est sorti en 1949. Ça commence à faire. Et ça commence à faire, ouais. Et je pense qu'entre-temps, on a fait vraiment beaucoup de jeux qui sont genre 12 000 fois mieux genre le que le Cluedo. Tu t'es plus invité. Et moi au quotidien je me bats pour mettre en avant des jeux qui sortent et des jeux comme ce que tu fais Théo, genre le Risk ou le Puissance 4, mais je me bats au quotidien contre des gens comme Charles Wickham pour proposer des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont moins fastidieux et qui proposent des expériences de jeu qui sont plus intéressantes. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut mettre le Cluedo en avant alors que c'est un jeu qui n'a jamais évolué en fait en presque 80 ans. Le jeu est resté le même s'ils ont mis un skin différent et qu'ils ont mis une version avec un DVD ou des trucs dans le genre. Et je comprends le même un peu rigolo parce que c'est un truc qui est rentré dans la culture pop. Quand tu dis il y a toujours la blague de qui c'est qui a fait le coup, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier. Genre ok c'est drôle, mais en fait c'est juste drôle. Et malgré tout ça, je suis quand même un peu très curieux, comme Théo, de savoir qu'est-ce qu'ils ont mis dedans en fait. Parce que moi à la base j'étais persuadé que ça allait être un bundle avec des boosters que tu vas ouvrir et en fait après tu fais juste une partie de Cluedo en fait avec les boosters, avec les cartes que t'as en main, parce que t'as le chandelier, parce que t'as la salle à manger, des machins, et du coup tu vas pouvoir demander des indices aux autres. Et ça a l'air d'être un hybride en mode jumpstart avec des cartes indices où il faut du coup résoudre un meurtre. J'en attends pas grand chose, mais
bon, on verra bien quoi, de toute façon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc où genre tu fais toutes tes cartes font des clous et les clous peuvent te servir à avancer dans l'enquête. Ouais, je pense que ça va être un truc dans le genre. Parce que c'est la thématique globale quoi, des clous quoi. Il y a un truc qui est pas mal, Et- il y a un truc qui est pas mal dans ce bundle, c'est qu'ils ont sorti 4 cartes. Enfin, en tout cas, ils ont spoilé 4 cartes qui ont une frame hyper stylée. C'est le Not on My Watch, Deduce, Demon Hunter et Fanatic Strength. Alors, Donc ça, je suis tout à fait. ça c'est des cartes qui seront dans le set standard. Mais Il y a elles sont dans ce bundle il y a- là, non? Elles sortiront pas dans le set standard, dans les boosters normaux aussi? Si, c'est des cartes. Alors, pareil, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans le set standard Meurtre au manoir Karlov, il y aura 2 traitements alternatifs. Bon, c'est compliqué. Il y aura le traitement en mode machine à écrire et il y aura le traitement en mode loop. D'accord. Bah, le traitement en mode loop, il est mortel. Voilà, je le trouve trop beau. Mais je pensais qu'il était dans le bundle Cluedo. Du coup, s'il est pas dans le bundle Cluedo, j'ai pas trouvé de bonus au bundle Cluedo. Il y a un box topper avec un Ravland, ouais. un Ravland, non? Ok. Ouais. Bah, j'en ai déjà c'est- 40 des voilà. Ravland. Du coup. Ouais, ça c'est parce que t'es pas un joueur qui reprend. Moi je suis au moment où là je vais acheter des boosters Ravnica Remastered Mais c'est cool. parce que j'ai envie d'avoir des Ravland parce que je Et les tu vas ai pouvoir avoir des Arclight Phoenix All Frame Foil avec le nouvel art incroyable. Waouh. Ça, Allez. c'est stylé. Moi, je suis intéressé. Moi, je Je le possède même pas beaucoup de Ravland en vrai. Je dois en avoir genre 5 ou 6 pour mes decks Commander et c'est déjà bien. Ouais, quand tu... J'en ai même pas 4 pour mon deck moderne. C'est fou. Ouais, c'est fou. En même temps, c'est un deck de merde. Je voulais dire un autre truc. Je sais plus. Tu parlais du Cluedo. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est une question rhétorique pour toi, Charles. Tu trouves pas qu'ils ont un peu raté le plan sur lequel ils ont fait cette extension-là, qu'ils auraient dû prendre un autre plan qui se prêtait vachement plus au mystère et Ah ouais à une ambiance un peu plus Tu d'enquête. vois, tu parlerais de mystère dans le plan dans lequel ils ont introduit la mécanique Investigate avec des cartes Mhm. comme Tireless Tracker, par exemple. Par exemple, ouais. Tu veux dire Non, je vois pas. Non, tu vois pas, Ok. ok, ça marche. C'est Innistrad. C'est vrai. Bon, Là, ça se passe dans quel plan, Murder à Carlo? non, c'est pas Innistrad. Innistrad. C'est non, c'est Ravnica. c'est Ravnica, on sait pas pourquoi. Ah. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à Innistrad la même année là? C'était il y a 2 ans déjà, Innistrad. Mais là, il n'y a pas aussi un truc dans une. Non, c'est c'est pas un- Innistrad, mais il y a un autre truc d'horreur dans Il y a une un grande autre truc maison Dark avec un truc Fantasy tue des qui gens. ressemble à Innistrad, mais c'est pas Ouais. Innistrad. Oh là là. C'est fin d'année. C'est je sais plus comment D'ailleurs, ça s'appelle, mais oui. Tu remarqueras qu'ils aiment tellement Innistrad qu'ils ont fait une carte qui s'appelle Novice Inspector, qui est littéralement Oui. Traben Inspector, mais pas de Traben. De novice, du coup. Du coup, probablement. C'était juste pour avoir le type détective, je crois. Genre, ils avaient fait des Ouais, cartes Doctor Who avec le type détective dessus, et c'est toute seule. Ils se sont dit, allez, on en remet. Allez, c'est parti. Let's go. Non, mais en fait, je pense que Ravnica, c'est un des plans les plus bankable, donc... Je suis d'accord, mais Innistrad aussi. Enfin, s'ils veulent faire du Ravnica, ils peuvent faire du Ravnica. Ils ont pas besoin de faire du Innistrad sur Ravnica, c'est un peu con, non? non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, je pense que dans leur tête, Ravnica, c'est tellement bien qu'il faut qu'ils mettent Ravnica, mais en vrai, ils savent très bien que les vrais joueurs, ils aiment Innistrad, du coup, ils ont été obligés d'injecter du Innistrad dans Ravnica. Ça devient n'importe quoi. Je vois que ça, moi. Bon, bah voilà, on a terminé l'intro de 40 minutes pour parler de l'actualité. C'est parfait. Ça, c'est pour Nox. Du coup, Big up. c'est ça. Du coup, je voulais vous parler, en fait, à la base, je vais vous parler un peu de la genèse de cet épisode. J'ai vu les spoilers où ils avaient dit, enfin, j'ai vu au début, je savais qu'il y allait avoir un Cluedo parce qu'ils en avaient parlé dans la roadmap de Magic pour 2024, et ils avaient dit, vous inquiétez pas, on va avoir un plan où il va y avoir de l'enquête, mais ce sera pas Cluedo version Magic. Ah. Ils avaient annoncé ça. Ils avaient dit, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas Cluedo version Magic. Ok. Ah, oh, the table Bien has joué, les turned. C'est ça, exactement. En fait, ils nous ont retourné la tête et c'est Magic version Cluedo. Donc voilà, donc du coup, j'étais très en colère parce que je déteste le Cluedo, parce qu'on m'en demande tous les jours et que ça me saoule à la boutique. Et du coup, je voulais faire au début ce podcast qui m'est si cher, qui est le Pince-moi le sel, où j'adore déverser des kilos de sel avec un invité toujours aussi salé que moi. Et finalement, je me suis dit, je vais inviter Charles, parce que j'aime vraiment beaucoup Charles. Ah, ça, c'est sympa, ça.
Et je me suis dit, il va me falloir... Et donc, comme blague, je t'avais demandé, du coup, il me fallait quelqu'un qui a un goût impeccable en jeu de société, un game designer, et en plus, il fallait qu'il soit vraiment très très beau. Et là, tu m'as dit, Théo Rivière, je suis sûr qu'il est très accessible. Et du coup, je me suis dit qu'on allait combiner ce podcast-là avec, du coup, le vrai sujet qui nous intéresse, à savoir, qu'est-ce que ça fait en fait de retourner dans Magic Et pourquoi est-ce que Magic, en fait, finalement, on l'aime ou le quitte, mais finalement, on y retourne quand même, quoi. On le quitte jamais vraiment. C'est ça. Surtout quand on est game designer, je pense. Il y a toujours ce côté fascinant, en fait, de Magic qui a posé les bases du TCG. En tout cas, des TCG en général, et c'est un jeu qui, malgré ses 30 ans, en fait, arrive toujours à se renouveler, plus ou moins à se renouveler en tout cas, mais qui arrive toujours à avoir un système de règles qui est solide, etc. Et moi qui suis pas game designer, c'est un truc qui me fait un peu rêver, et je sais pas si c'est un peu le wet dream de game designer, de se dire putain, j'aimerais tellement accoucher d'un système de jeu comme ça. Non ? Il y a un truc joli dans sa multiplicité en fait, et c'est un des trucs qui fait que j'ai pas vraiment quitté Magic, parce que même quand je jouais plus du tout, globalement ces 10 dernières années, je pense un petit peu moins, plutôt ces 6 dernières années, en fait je regardais l'actu, je regardais les nouvelles mechas, les bundles, ce qui sortait, je jouais ponctuellement sur MTG Arena parce que quand même c'est facile à jouer, donc de temps en temps je relançais le soft. De dire que t'écoutais le pain. Jusqu'à ce que à 2 doigts d'écouter du contenu. À un moment, vraiment, j'ai repris pas mal et j'ai commencé à re-regarder un peu du contenu. Et à un moment, j'ai tout coupé parce que il y a un défaut à Magic principal qui est pas tant l'aspect financier, on pourra en reparler, mais que je trouve pas si monstrueux que ça. Mais c'est là, depuis que j'ai repris, ça occupe 40% de mon cerveau en fait. Trop de place. Et donc là où je suis normalement quand je me douche ou quand je m'ennuie, je suis genre ah ouais attends, j'ai une nouvelle idée de proto, c'est cool, je bosse et j'avance. Là je me dis alors attends, est-ce que j'ai pas un plan pour acheter des fetch lands pas très chers, et si je monte ça comme commandeur, faut quand même que je récupère telle carte, faut que je réactive un compte MKM, et ça reprend une place dans ma tête qui est assez importante. Et donc régulièrement, quand je suivais trop de création de contenu, j'étais obligé de couper parce que c'était trop prenant. C'est trop nourrissant. Ouais, clairement. Mais pour reprendre pour de vrai là, parce que donc c'était resté un peu en fait la grande différence là sur ma reprise, si je dois bien le formuler, c'est que j'ai envie d'acheter et de posséder des cartes, ce qui n'était pas le cas depuis c'est vraiment le très longtemps. qui parle. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, j'ai beaucoup joué, donc j'ai commencé à l'époque du bloc Odyssée Légion, pas Légion, Odyssée Jugement d'ailleurs, pardon. Clairement, c'était... Bon, après, j'étais vraiment petit, donc à l'époque, la célérité, c'était le piétinement, et le piétinement, on savait pas ce que ça faisait quand on jouait. Et après, je me suis pas mal investi, j'ai commencé à faire les AP et un peu de tournois. Ma première AP, c'est son brassier à l'époque. À l'époque où ma mère venait choper mes copains de Magic et elle nous déposait au tournoi qui était à 30 bornes de là où on habitait. Elle rentrait chez moi et elle revenait à 19h nous chercher à la fin du tournoi. Trop mignon. C'était vraiment une sainte. Merci Madame Rivière pour ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez créé, vous pouvez être fiers de vous. Quel chef-d'œuvre. Vous avez créé un monstre. Et donc j'ai beaucoup joué à cette période, et après quand je suis arrivé dans la vie de jeune adulte au lycée, j'ai un peu moins joué, même si on jouait encore un peu. Et quand j'ai commencé à être à la fac, il y avait une boutique locale. Et donc d'un coup, j'avais accès à l'idée de faire des FNM et à jouer vraiment tout le temps. Et donc là, j'ai beaucoup trop joué à cette époque-là. C'est là où j'ai commencé à pas mal arbitrer aussi, et donc ça a encore pris une plus grande place dans ma vie. Jusqu'à ce que j'ai un vrai travail et que je déménage à Nancy pour travailler pour Yellow à l'époque. Et là, déjà, j'ai trouvé la communauté nancéienne vraiment très désagréable. Ouais, il y avait vraiment un truc de... La caverne. Ouais. Moi, j'avais été éduqué à on fait une FNM, on est 8. Des fois, c'est Brice, le joueur nul, qui gagne la FNM parce qu'il a drafté, il a eu de la chance. C'est cool, on s'amuse, c'est pas grave, c'est une FNM. L'enjeu, c'est 2 boosters, on va s'en remettre. Et là, vraiment, je suis arrivé en ayant un niveau moyen, on va dire. J'ai toujours été un bon joueur de FNM, je pouvais faire top 8 sur des tournois à 50-60 personnes, mais jamais je pouvais faire un jour de GP, quoi. J'étais pas assez concentré, assez fort. Je suis tout de suite arrivé à Nancy comme étant un espèce d'adversaire un peu trop désagréable, et vraiment il y avait un côté de sur une FNM, l'enjeu il est trop léger pour que je sois trop concentré, et 2, si jamais je suis en table finale contre un enfant et qu'il a oublié de m'attaquer, je vais lui dire t'es sûr tu m'attaques pas, quoi. Et donc il y avait une dimension de là où sur un gros tournoi, évidemment je suis prêt à tout pour gagner, à tout. Je joue. C'est la victoire, le truc principal de mon dans les limites plaisir. de l'éthique. Là où je suis
C'est ça. Là où sur une FNM, j'étais vraiment relax. Et à Nancy, j'ai trouvé que les gens étaient hyper stress, vraiment hyper wannabe bon joueur, alors que le niveau était pas terrible. Donc ça m'a vraiment déplu. J'ai été un petit donc peu dans cette communauté. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décroché Magic à cette époque-là aussi. Ah ouais. Ouais, c'était c'est pas très bien. Et, Putain, moi j'ai de très bons souvenirs et- du GP Nancy, mais c'est la seule fois où j'ai foutu les pieds à Nancy, tu vois. Ouais, par contre, là, ça m'a manqué un peu la scène des GP, tu vois, de voir un peu tous les joueurs, j'allais dire joueurs et joueuses, parce que j'ai tendance à essayer de féminiser mon langage, mais là, ça serait complètement faux, parce que clairement, il y avait peu de joueuses quand je jouais. Mais tous les joueurs que j'aimais bien et que je croisais régulièrement sur les tournois, les arbitres que j'aimais bien, ça m'a un peu manqué un peu cet aspect-là. Et au dernier mais, tournoi que j'ai fait, 24 joueurs, il y avait 4 joueuses dans la salle. Ouh. Ouais, je me dis que ça va sûrement progresser petit à petit, hein, pour le coup. Bah c'est le sujet d'un autre podcast d'ailleurs. Victoire, C'est vrai. n'hésite pas à me contacter, j'attends toujours une réponse de ton mail. Tu lui as envoyé un billet doux par MP. Je l'en ai envoyé 2 même. Et à ce moment-là, ouais, j'ai complètement décroché dans le sens où aussi j'étais jeune employé dans le monde du jeu, mon salaire n'était pas très important et mes besoins de payer mon loyer étaient plus importants que de celui de posséder des cartes. Les pâtes au Donc, beurre ont c'est un gagné moment où contre j'ai les cartes tout revendu. Magic. C'est un peu ça. Il y a un moment où t'as besoin de cartes ou t'as besoin d'argent. J'avais clairement plus besoin d'argent à cette époque-là. Donc j'ai un peu tout revendu et après je jouais sporadiquement. Des fois j'étais chez les copains et puis quelqu'un avait acheté une boîte et on draftait ou ce genre de choses et c'était cool. Mais clairement j'aimais même assez bien d'avoir ce côté un peu détaché de vas-y j'achète une boîte pour le festival des jeux de Cannes. Chacun me rembourse la part de son draft, mais bon, gardez vos cartes, moi je m'en fous, c'était plus pour le plaisir de faire un draft et de passer une bonne soirée. Et Aujourd'hui, tu es un riche il y designer a pas à long- succès, du coup, tu peux avoir des cartes. J'aimerais que ça soit encore plus facile. mais clairement, c'est moins compliqué d'acheter des cartes et j'ai pas de stress à payer mon loyer, donc c'est un peu plus facile à ce Parce qu'il niveau-là. ne paye pas de loyer. Ah, Et oui, j'aimerais bien ça aussi. putain. C'est ça d'être game designer en fait, on vous donne tout. C'est fou. C'est trop facile. Je suis influenceur appartement, donc on me Ah, prête c'est bien, des ça. appartements pour que je vive dedans. Putain, ça serait pas mal. Et on a fait un week-end, ça fait 2 fois qu'on fait un week-end Magic avec les copains auteurs de jeux à la cafetière, l'atelier où on va à Valence. Et où c'est vraiment trop cool. Et là, vraiment, je suis rentré. J'étais galvanisé par ce week-end qui était trop bien. Et j'étais vraiment le seul connard à arriver avec mon commandeur full proxy parce que c'est bon, j'ai plus de cartes, c'est pas grave quoi. Et vraiment, je suis rentré chez moi et dans le train, je me suis dit, ouah, je veux des cartes en fait. Et il y avait un truc presque physique, un peu débilos de se dire, ouais, en fait, non, je vais acheter des boosters, je veux retrouver ce plaisir-là. Et ça m'a relancé sauvagement dans le truc. C'est marrant parce que j'ai le chemin un peu inverse en ce moment avec Flesh and Blood. Je me suis acheté des Blitz decks pour tester et du coup on joue pas mal avec un pote. Et les Blitz decks sont très bien, on en a fait pas mal le tour, je sais pas combien de parties j'en ai fait, j'ai dû en faire une trentaine je pense, peut-être même voir plus. Avec du coup les 6 decks que j'ai pris. Et là je me suis dit putain mais j'ai envie de faire du gros jeu quoi. Et du coup j'ai commandé 5 decks en proxy, 50 balles les 5 decks. Voilà. Et du coup maintenant on a des bons decks bien vénères compétitifs Flesh and Blood, on joue avec. Et voilà. Et bizarrement, comme je pourrais l'avoir à Magic, je ne ressens pas le besoin de posséder de cartes de Flesh and Blood. Genre Ouais, je comprends. Je le vois plus comme un peu comme un jeu de société, comme pas mal de gens, je pense, voient Magic aussi, genre une espèce de battle box ou des trucs dans le genre, qui sortent une fois de temps en temps. Le cube, c'est ça, hein. Ouais, le cube, c'est carrément, ouais, le cube, c'est ça aussi. Genre, hein. moi, je possède un cube et c'est que des proxys dedans. Alors, oui, il y a mes basiques qui sont jolies, tu vois. J'ai pris très longtemps à choisir mes basiques, aller chercher, les acheter, machin et tout. Mais dedans, c'est full proxy parce que. En vrai, c'est plus par question pratique que par le fait de posséder les cartes. Tu vois, j'aimerais bien posséder toutes les cartes dans mon cube. Il y en a beaucoup que je possède, mais juste c'est trop chiant de devoir les sortir quand tu vas faire un tournoi. Je prends telle carte, elle est dans mon cube et tout. Après, tu ressors ton cube et puis les cartes dedans. Genre, c'est trop chiant, quoi. Bon, et ben du coup, t'as répondu à toutes les questions d'un coup, Théo, que je voulais te poser. Incroyable. C'est pas trop mal. En même temps, je t'avais filé le runner, donc forcément. Il y a quand même une dernière auquel t'as pas répondu et du coup, j'ai très envie de te la poser parce qu'elle est un peu sombre. Est-ce que t'as des craintes par rapport à ton retour dans Magic ? Est-ce que t'as des peurs ou des choses que tu t'es dit « Ah, là, va falloir que je fasse attention ». C'est une bonne question. Pas trop parce que... Parce que j'ai plein de pognon. Non, mais justement, j'ai une belle discussion avec une pote qui joue un peu à Pokémon et qui collectionne beaucoup les cartes Pokémon, qui était un peu le « dis-moi comment tu manages ta vie d'adulte
qui a envie d'acheter des trucs un peu débilos de geek comme ça, genre des cartes Pokémon ou des cartes Magic. Et on en a discuté longuement, on avait un long trajet en bagnole ensemble, et donc on en a parlé. Et en fait, je crois que ça va parce que, effectivement, aujourd'hui, j'ai 30 ans et je gagne ma vie normalement, sans être riche, mais j'ai pas de problème financier. Et si mon plaisir, c'est se dire, ok, toutes les semaines, j'achète un booster à 25 balles, en fait, ça va, il y a des gens autour de moi, ils collectionnent les voitures de luxe ou ils achètent des maisons. C'est ok, en fait, c'est pas une très grande dépense de dépenser 100 balles par mois dans des cartes Magic ou d'acheter de temps en temps une belle pièce ou un beau truc. Donc il y a un truc de pragmatiquement, je crois que ça va. Mais j'ai quand même peur de vriller un moment et de faire n'importe quoi là. J'ai un plan pour acheter des vrais bilans. Ce que j'ai toujours rêvé de faire dans ma vie, et je crois que je vais aller au bout de cette démarche, et c'est dépenser plus d'argent que de raison. Il y a un côté un peu investissement qui me dérange pas, et il y a un côté tout le temps où j'ai joué à Magic et où j'avais pas de thunes, je rêvais d'avoir des bilans et je les avais pas. Mais en même temps, c'est une dépense un peu irraisonnée et que je fais pas habituellement. Donc là où je suis quelqu'un, justement parce que ma situation d'auteur fait que mes revenus sont un peu aléatoires et un peu bordéliques, j'ai un peu compensé ça par une sorte de pragmatisme financier où je dépense pas beaucoup d'argent que je possède pas. La Magic me donne envie d'acheter plein de trucs complètement débiles pour les mettre dans des classeurs et les avoir. Ah, c'est pour les mettre dans des classeurs, c'est pas pour les jouer? Si, en plus, les bilans, j'ai envie de les avoir pour... Tu vois, j'en veux un de chaque pour me dire, ok, je peux monter tous les commandeurs que je veux à partir de maintenant. Mais Charles, ça se joue pas les bilans Bien sûr que si. Mais non, mais c'est trop cher. Malheureux. Mais bien sûr que si. Tu jouer avec. Mais tu rigoles, mais... Vraiment, j'ai envie de jouer des cartes chères. Attends, mais on va pas acheter des cartes chères pour les mettre dans des classeurs et jamais jouer avec. Non, mais tu fais des proxys. Mais quoi, je fais des regarde, proxys. moi je la possède. Non, mais... si je dois jouer en tournoi Legacy, j'ai besoin d'avoir mes 4 bilans. Je joue avec mes 6 bilans. Il y a des gens qui jouent encore en Legacy? Moi, oui. Ouais, oui, écoute, quand et ils ont besoin de beaucoup d'argent, les pauvres. Voilà, parce que les organisateurs de tournois veulent pas nous laisser jouer avec des proxys. C'est fou ça quand même. Mais typiquement, j'ai intellectualisé que si demain, pour une raison que j'arriverai pas à complètement m'expliquer, mais je deviens millionnaire, j'achète un P9. Ça, c'est vraiment un truc répandu parmi les gens de Magic. J'avoue que moi, ça me... Le P9, vraiment, ça m'attire pas, quoi. Je pense que c'est une question d'époque. Ouais, il y a un truc un peu symbolique et dans le fait de l'avoir et de se dire, waouh, je suis allé au bout de ma carrière de magicien. Je pense que si effectivement je deviens millionnaire, je m'achèterai pas le P9, mais je pense que j'aurai envie de posséder un Black Lotus, juste pour le plaisir de posséder un Black Lotus. Ouais. Je sais pas, il y a vraiment ce côté symbolique en fait. C'est vraiment la... Alors que, je dis pas que c'est pas une bonne carte, hein, mais c'est pas une carte qui est si incroyable que ça, et tout seul elle fait absolument rien, mais c'est quelque chose qui est tellement rentré dans la culture populaire, si fort, que c'est un objet qui représente Magic en fait. Magic, c'est le Black Lotus. Ouais. C'est tout, en fait. Mais je trouve que les gens qui ont juste un Black Lotus comme ça, c'est un peu cheapos. Je connais un peu Magic, j'ai de l'argent, j'ai acheté un Black Lotus, tu vois. Et moi, j'irais plus sur une pièce de collection, genre le Biland avec lequel Pivi a gagné son premier Pro Tour, des trucs comme ça, tu vois. Les artistes proof. Ouais, voilà, la pièce de collection qui a du sens, l'art original de Tireless Tracker, enfin des trucs... J'irais chercher ce genre de truc, moi, mais un Black Lotus... Genre le Black Lotus de Léo, à chaque fois que je le vois, ça me fait trop rêver. Bah ouais, mais le Black Lotus de Léo, il me fait pas grand-chose. Alors que quand il va te parler de sa Bolt, Judge Foil, Misprint, machin, là, il a des étoiles dans les yeux, tu vois. Ouais, carrément, bien sûr. Que ou de ses cartes en hébreu. Ouais, voilà, ses cartes en hébreu, sa collection de dragons, Jab Foil, machin. Enfin, il y a des trucs, tu vois, qui ont de l'histoire plus que juste un Black Lotus, quoi, je trouve. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais je crois que j'aurais envie d'avoir tout ça, pour faire un cube powered, parce qu'en fait, ça serait très classe. Et deux, effectivement, avoir plein de trucs un peu foufou. Là, je suis content parce que j'ai vraiment revendu beaucoup trop de choses quand j'ai revendu ma collecte. Notamment des choses que j'ai dû revendre pour que dalle et que je regrette parce que c'est débile. Mais j'ai retrouvé une boîte dans laquelle j'avais encore tous mes Wizardrix parce que j'ai collectionné les Wizardrix pendant longtemps et que j'en ai bien 400, je pense. Depuis... T'as 400 Wizardrix, waouh. Et un berge... Ouais, j'en ai 400, dont pas mal dédicacés par les copains et les copines sur les tournois. Depuis que j'ai entendu la vidéo que t'as fait avec Magic C'est Chic de l'époque, j'en ai gardé un dans un classeur et à chaque fois je me dis putain, la prochaine fois que je vais à Cannes et que je croise Théo Rivière, il faut que je le fasse signer par Théo, et à chaque fois
bah en fait je vais plus à Cannes. Si tu viens cette année, Non. on draftera, et 2, je te signerai un Wizardrex. Alors ça serait avec grand plaisir, malheureusement je ne serai pas à Cannes cette année, je pense que je ne Aïe, vais pas aïe, aller à aïe. Cannes avant quelques temps. Putain, quand j'étais petit, j'avais un Wizardrex 7ème édition. Hein. Je l'ai paumé, c'est triste. Mais... Ah bah moi c'est comme ça que c'est pour l'anecdote, j'avais j'en jouais 2 dans mon tout premier deck d'enfant qui a commencé avec la 7ème un peu plus activement. Et sur un de mes premiers tournois, il y a un joueur pro qui est plus un joueur pro qui s'appelle Nicolas Labarre, qui était un joueur qui avait fait, je sais pas, peut-être un pro tour à l'époque. Et tout le monde lui faisait signer une carte sur un tournoi. Et je me suis dit, waouh, je vais lui faire signer un Wizardrex, comme ça sera trop cool. Donc j'ai fait signer cette carte et après j'ai dit au copain, pardon, qui c'est le mec à qui j'ai fait signer ma carte? Et donc je me suis dit, ok, bah je vais en garder le plus possible et je vais les faire signer. Et donc ça, je suis content de pas m'en être débarrassé. Et j'ai retrouvé aussi un berger de la putridité, qui est une carte Légion pas terrible. C'est une 1-1 pour 2 qui se tape et qui fait perdre 1 point de vie pour chaque zombie que tu contrôles à chaque joueur. Oh si, ça va. Ah oui, non, c'est chaque joueur. Ouais, c'est Ouais, tout le Toi monde. aussi, Après, toi aussi tu pas prends que des les points, du adversaires. coup, ouais, c'est Ouais. moyen. Ouais. Et qui était, je crois, la première carte qu'un grand au collège m'avait donnée quand j'ai dit waouh, ça a l'air trop bien ton jeu, tu me Trop files mignon. une carte. Et donc j'ai récupéré cette carte, elle est pouillée au possible, mais je l'ai retrouvée là. Je suis assez content de ne pas avoir une commune Légion cramée, pas foil. Globalement, personne n'aurait voulu me la racheter. Mais je suis content de ne pas l'avoir C'est vrai donnée que à moi, dans le l'époque. même genre, je suis retombé récemment sur la première carte que j'ai draftée ever. Ok. Oh. C'était une escouade de balistes, 9ème édition. C'était plutôt une bonne carte. Déjà, c'était une Unco, Ok. donc gros cerveau. Charles 10 ans, il draftait l'Unco avant la rare. Donc voilà. C'était une carte avec une Threat of Activation de Maboul qui empêchait complètement les gens d'attaquer et de bloquer. Donc niveau game design, pas ouf, mais par contre, niveau power level, c'était costaud. Putain, Ouais, je viens de regarder, c'est Ah ouais, pas mal, c'était effectivement. vilain. Belle carte. j'étais en train d'essayer de me souvenir c'était quoi, pas la première carte que j'ai draftée parce que j'ai pas beaucoup drafté quand j'ai commencé, mais je me souviens très bien de la première avant-première que j'ai fait. C'était sur Shadows over Innistrad du coup. Oh, bossette. Et dans mon booster de l'eau, je me souviens pas du tout de ce que j'avais joué pendant l'extension. Bah ouais, beau set, hein, c'est le set avec lequel j'ai commencé, c'est pour ça que j'adore cette extension et ce plan. Bonne raison. Dans mon booster de l'eau, j'avais eu un Jace Détisseur de secret. Stylé. Et ça, c'est une carte que j'ai gardée et qui est toujours dans mon deck Brago, alors que ça pue un peu la merde maintenant, Jace Détisseur de secret. Mais je l'ai gardée et je me souviens surtout qu'il y avait un mec insupportable qui avait voulu me la racheter parce qu'il collectionnait les Jace. Et moi j'étais là genre, va chier, je la garde, elle est à moi. Et c'est fou comme... et c'est un des trucs, tu posais la question, mais pourquoi est-ce qu'on revient à Magic? C'est parce que ça, en fait, aussi, quoi. J'ai tellement de souvenirs liés à des moments de jeu, je sais qu'en rejouant, je vais en recréer. Il y a un truc de... ce côté un peu événement et un peu obsessionnel qui peut être lié au jeu, il est vraiment génial. Et ça fait des parties qui ont été plus riches d'émotions que la plupart des parties des jeux de société auxquels j'ai pu faire. Bien que j'en ai Moi, fait j'ai plein. jamais eu un jeu de société qui m'a marqué comme une partie de Magic, ça c'est vrai. Que... Mais c'est ça qui est ouf, ouais. Justement pendant que tu disais ça, Théo, je pensais à la même chose, Charles, c'est que j'ai pas de jeu de société où je me suis dit waouh, ça c'était vraiment mémorable grâce à cette carte-là ou cette ressource-là ou ce truc-là. En fait, alors qui que s'est des passé à un parties de moment. Magic, je pourrais t'en citer des dizaines dont je me Mais c'est ça. rappelle précisément de trucs qui sont passés parce que c'était incroyable. Et Bon, c'est pas complètement vrai. Je suis en train de penser qu'il y a des jeux Legacy que j'ai fait où ça nous a vraiment retourné. Il y a genre des trucs qui nous ont vraiment retourné la partie. Mais ça reste des trucs aléatoires et des trucs un peu. Qui sont, entre guillemets. C'est pas que c'est pas prévu, mais c'est que toi t'avais pas prévu. J'ai l'impression qu'il y a ce côté. Mais c'est 100%. Je te rejoins et c'est marrant ce que j'allais dire. C'est vrai, sauf pour les jeux Legacy qui arrivent à m'amener ce côté il s'est passé un truc plus que tous les autres. T'en as pas fait toi de jeu Legacy? Non. Pas encore. J'aimerais bien, mais c'est dur à pitcher. J'ai fait quelques jeux évolutifs et j'en ai quelques-uns qui arrivent, donc où il y a des surprises, on débloque des trucs et c'est chouette. Mais j'aimerais bien aller au bout du process et faire un truc destructible où il se passe des choses incroyables. Mais j'ai l'impression que personne veut les éditer quand c'est pas une grosse licence / Legacy. Ouais. Donc pour l'instant, ça va pas m'arriver et on fera pas un Salt and Paper Legacy. Ah, ça aurait serait pas trop de rigolo. sens. Bon, mais bien sûr que pourquoi ça aurait pas de sens? Les n'importe petits quoi. origami Legacy, on est parti. Grand tes rêves là, qu'est-ce que tu racontes tu- Théo, regarde. Tu plierais tes cartes, tu plies tes cartes pour de vrai. Ouah. et ça fait des trucs à la fin. Let's go. Et en fonction de comment tu les plies, Mais, on voit pas les mêmes choses. Waouh. Voilà, c'est bon. Colle des stickers. Mais- Putain, mais il est N'hésite game pas à designer nous- en fait, Pas en Bambi. prod. Bah, bien sûr, attends, je peux pas bouffer autant de jeux de société pendant toute la journée et pas avoir des notions de game design. Ouais, c'est vrai. On m'a fait un très beau compliment la dernière fois parce que j'ai
il y a un client de la boutique qui est devenu un très bon ami à moi qui bosse sur un jeu. Et c'est un jeu de pli. Et à un moment, il m'a dit... Comme si Salt and Pepper, en fait, avec les origami. Allez, hop là. Putain, insupportable. Pardon, vas-y, continue. Note à moi-même, ne plus inviter Charles Wickham. Et du coup, on a fait une partie et je lui ai fait un long débrief, comme je sais bien faire, et il était hyper content. Et je pense que j'ai raté une vocation de game designer. En vrai, moi, j'aurais vraiment trop kiffé bosser dans l'édition. J'aimerais vraiment beaucoup, pas être auteur, mais j'aimerais beaucoup être chef de projet. C'est un peu mon job de rêve après ludicaire et après croupier. Tu sais que globalement ta vie n'est pas terminée et que c'est toujours possible, hein, parce que t'es un peu genre je l'ai raté, je vais pas réussir. Théo, j'ai 31 ans. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Oui, bah voilà. Ma vie est finie. Ta vie est finie. Et puis, c'est terminé. Je bosse dans un endroit que j'adore, avec des collègues que j'adore. Je peux pas changer mon métier, c'est pas possible. Il est temps de venir à Paris, du coup. Ah non. Plus jamais. Bon. C'est pas tout ça, mais je pense que déjà on a atteint le moment fatidique des 1 heure. Et en général, on sait très bien que les gens décrochent à partir de ce moment-là, donc il va falloir que je lance l'outro. Je sais pas, moi je fais que des épisodes qui durent plus d'1 heure et j'en ai rien à foutre de quand les gens décrochent. Tu fais pas ça, toi ? Je sais bien. Ça dépend des moments. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu off-topic et du coup, je me suis dit que c'était le moment où il fallait un peu couper court. C'est toi le maître. Oh là, Beaucoup de responsabilités. C'est ça. Et du coup, nous arrivons à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeuristes une œuvre qui vous a marqué dernièrement. Un film, une série, une BD, un jeu vidéo, un jeu de société, une performance de rue, un dessin de votre nièce, n'importe quoi, c'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi, les gars ? Moi j'ai préparé parce que tu nous avais dit, alors je me suis dit que j'arriverais pas complètement pas préparé. Pas comme Charles. Moi j'ai toujours les mains dans les poches. Mais comme ça, le temps que je dise mes choses, Charles, il a le temps de se préparer. Ça, c'est beau, merci. T'es un pote. J'ai pris 2 trucs différents, parce que quand on me demande une chose, j'en ai 2, parce que je parle beaucoup trop aussi. La première, c'est dans les jeux de société, un des trucs qui a marqué mon année avec beaucoup de plaisir, c'est l'adaptation en jeu de société du jeu vidéo Dorfrom Antique, par Michael Palm et Lucas Zar. C'est édité par Pegasus Spiel, si je dis pas de bêtises, c'est localisé par Gigamic en français. Tout à fait. Alors c'est en rupture, mais ça va revenir. C'est de nouveau revenu et c'est de nouveau en rupture. Merde, fallait en faire plus. Mais j'en ai à Auxerre, si vous voulez, dépêchez-vous. Bah voilà. Vraiment, allez les acheter. C'est un jeu de tuiles gentiment évolutif, gentiment coopératif aussi. Pourquoi gentiment ? Parce que vraiment tout est doux, tout est smooth. C'est le jeu de la playlist lo-fi et de la petite tisane auquel tu joues tranquillement. C'est nice. Où les enjeux sont hyper légers, c'est pas très dur, il se passe pas grand chose, mais vraiment il y a une espèce d'atmosphère que j'avais peu ressentie sur un jeu de société depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça formidable. On a fait la campagne à 2, donc ça se joue en campagne. Ils annoncent 1 à 6 sur la boîte, mais c'est globalement un mensonge. Jouez pas à plus de 4. Voire jouer à 1 ou 2. À 2, 3, ça me paraît être le sweet spot. Mais il y a un truc vraiment très agréable. On a pris grand plaisir à faire ce jeu. C'est vraiment une de mes meilleures expériences de cette année, voire des 3-4 dernières. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Et dans un autre registre complet, j'avais envie de citer un truc complètement pas du tout dans ma zone de confort habituelle, mais un manga de football qui s'appelle Aohashi, de Kobayashi Yugo, et c'est édité en français par Mangetsu, qui est une maison d'édition qui fait un très très bon travail sur la trad de manga. Et vraiment, moi j'ai aucune connaissance footballistique, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup les shonen, ces mangas sur le dépassement de soi et le fait de réussir. Et Aohashi, c'est une histoire d'un mec qui va faire du foot dans une équipe de jeunes à Tokyo et qui est un peu fort mais pas assez fort, donc il doit réussir à se dépasser. Et vraiment, c'est hyper classique, mais plutôt sur l'échelle émotive du shonen. Il n'y a pas des super techniques secrètes, des dragons qui apparaissent quand ils font des coups de pied. Nul. Mais par contre, ça raconte assez bien l'échec, la camaraderie, la réussite, tout ça. Et vraiment, ça a été une très très bonne surprise, parce que j'ai acheté ça un peu au pif en me disant je vais acheter le tome 1, ça coûte rien, on verra ce que ça donne. Et vraiment, aujourd'hui, j'attends les tomes avec grande impatience, et c'est vraiment une petite pépite. Belle découverte, écoute. Vous me direz. Tu me fais. Alors, je fais juste une toute petite aparté avant que tu y ailles, Charles. Je me rends compte avec beaucoup de honte que toutes les œuvres que je cite à chaque fois, je ne cite pas les auteurs. Ah oui, j'ai vu aussi quand il a cité le jeu de société, il a cité immédiatement les auteurs, et je me suis dit waouh,
Je ne connais Bah ça, jamais, je serais incapable de citer les auteurs des jeux de société. Hormis auxquels Théo Rivière. Oui, à Théo Rivière, je sais. Je sais parce que je joue à ces jeux parce que c'est les jeux de Théo Rivière, donc voilà. Mais quand je joue à Terraforming Mars, je peux dire que c'est Intrafin Games qui distribue, mais je serais pas capable. C'est Frix Games en plus, je sais même pas qui c'est. Et c'est Jacob Frixelius, c'est ça. Ouais, c'est Bravo. ça, C'est son le- pseudo, la let's go. famille- Le nom est dans La famille Frixelius. Le nom est dans la maison Mais d'édition. c'est pas son vrai nom aussi. Si, Ok. je pense. Hein. Bon, j'ai eu C'est du ça, bol la sur famille Terraforming Frixelius. Mars, mais la plupart des jeux, je serais pas capable de citer, j'avoue. Voilà, de mon côté, je vais être plus du côté jeux vidéo de la force pour une fois. Oh. Voilà, 2 petites citations. Il y en a une auquel vous allez peut-être vous attendre. Du coup, je vais commencer par elle. Je vais vous parler pas de Stormgate. Voilà, si vous ne me connaissez pas, vous n'êtes peut-être pas au courant que je suis un fanatique de jeux de stratégie en temps réel. Je suis très assidûment tout ce qui se passe sur la scène StarCraft 2, encore aujourd'hui, alors que le jeu a maintenant 14 ans. Mais hier, le jeune prodige français est devenu champion pour la première fois d'un Major Offline, donc j'étais content. Et il se trouve que du coup, les créateurs de StarCraft 2 sont partis de chez Blizzard quand il y a eu le rachat par Activision et qu'ils ont décidé que le RTS était naze et qu'on n'en faisait plus. Et ils sont partis faire leur petite boîte qui s'appelle Frost Giant Studio. Et ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'ils bossent sur leur petit jeu de leur côté, où leur objectif c'est très clairement de faire l'équivalent de StarCraft 3 s'ils étaient encore chez Blizzard, quoi. Et ce week-end, ils ont sorti pour la première fois du gameplay. Ils ont fait un show match du coup à la DreamHack, je sais pas, Atlanta, je crois, peut-être d'une autre ville, bon, je dis peut-être de la merde. Mais voilà, il y avait 2 pros StarCraft 2, un pro de Warcraft 3, ça se foutait sur la gueule. C'était assez stylé. Et du coup, et ben moi j'ai regardé avec grand plaisir, j'étais très très hypé. Ils ont sorti un Kickstarter pour avoir un accès à la bêta fermée, les soutenir, etc. Du coup, voilà, si vous êtes fan de StarCraft, de jeux stratégie, des jeux Empire, de ce genre de choses, suivez ce projet parce que ça va être quelque chose de très gros et ça va être quelque chose de très beau. Ça c'est Putain, ça a l'air bien. j'espère Hein. que ça le sera. Franchement, Je suis sur la page du Kickstarter. C'est et- tellement ma némésis, et les vraiment RTS. là. ils ont fait 1 million en une journée, je crois. Ouh. Voilà, ils sont à 1,4 million et il reste 44 jours. Ils ont 16 000 souscripteurs. C'est Ouais. plutôt déjà une très C'est belle moins bien réussite. que Altern, mais c'est quand même un joli score. Hein. Allez. J'avoue que pour le coup, si nous on fait ça, on est mort et on met la clé sur la porte. Donc on a intérêt à faire plus. Mais Ça dépend. je le souhaite bien. Mais moi aussi, j'ai un autre petit truc parce que voilà, je voulais pas faire le naze après Théo qui avait 2 choses à dire. Super, vous mettez la pression du coup. Ma deuxième découverte, c'est également un jeu vidéo. C'est un jeu d'exploration qui s'appelle Outer Wilds. Ah yes. Qu'un pote m'a montré. Du coup, un peu par hasard, il a joué à ce jeu et il m'a dit mais gros, joue à ça, c'est une dinguerie, tu vas adorer. Et c'est un truc un peu à mi-chemin entre le jeu narratif et Kerbal Space Program. Donc il y a voilà, de l'histoire, de la découverte et de la physique aérospatiale, globalement. Ce qui était un cocktail qui m'a pas mal plu. Ça m'a donné envie d'y jouer. Franchement, c'est un jeu indé où graphiquement c'est vraiment très cool dans le style. L'histoire est bien foutue, c'est bien amené. T'as envie d'explorer l'univers, de découvrir ce qui se passe. L'humour est très fin, c'est rigolo. Genre, ça a été acclamé par la critique de manière quasiment universelle. Donc voilà, allez-y quoi. Je crois que tu es la 3e personne à en parler dans le podcast. Aïe. Ce qui veut dire que c'est une très bonne chose. Non, en vrai, je crois que t'es la 2e, parce que la première c'était Seb, mais j'ai pas d'autres personnes. Mais ouais, non, c'est. Et c'est un frère et une sœur qui bossent sur le projet. Sérieux? Je Ils savais sont pas. 2. Ah, je Ouais. savais pas ça. Dont j'ai pas le nom, évidemment, hein, parce que voilà, mais je sais qu'ils sont 2. Ah, faut que je le. Moi, je suis passé à côté, j'ai joué 1 heure et j'ai trouvé ça trop dur. La physique, j'arrêtais pas d'exploser mon vaisseau. Ça m'a Ah, mais il frustré fallait de jouer ouf. à Kerbal Space Program Et, avant pour se préparer. Et ben, Et je me suis dit, ok, il faut que je rejoue. Tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre et à chaque fois, je le relance pas. c'est une expérience vidéoludique qui est vraiment ouf. Ça ressemble à rien et technologiquement pour l'époque, c'était juste impressionnant. Parce que genre No Man's Sky, oulala, regardez, on fait des planètes, on peut aller dessus sans temps de chargement, ok. Mais je trouve que
Outer Wilds a réussi une prouesse technologique pour l'époque qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment ouf, quoi. Le jeu est ouf. Et j'ai eu beaucoup de mal avec le déplacement tridimensionnel au début, parce que je suis une grosse merde aussi à ce genre de truc, et je m'y suis fait très rapidement. Et en fait, il y a une touche magique qui s'appelle la touche espace, qui te permet de stabiliser ton vaisseau. C'est de la triche, ça, c'est bon, il y a que les nazes non, qui jouent avec ça. Laisse-moi le dire, laisse-moi le dire. Moi, je suis un naze, il me faut ça, ok. Il faut que je le relance et que je En gros, tu as une touche qui permet de stabiliser ton vaisseau. Interdit de cliquer sur cette touche. Parce que voilà, si tu veux l'expérience vaisseau spatial, il faut apprendre à diriger ton vaisseau, tu vois, c'est ça. mais ouais. Mais en fait, j'aime bien cette idée de ces options de mode facile, entre guillemets. Il y en a, moi, le premier exemple qui vient en tête, c'est Céleste. Parce que Céleste, je trouve que l'histoire est vraiment super chouette. Et t'as le droit à un mode facile juste parce que t'as envie de faire le jeu, en fait. Et je me suis longtemps battu contre ça. Enfin, longtemps. Je me suis pas battu, mais... Enfin, en tout cas, dans mes arguments, je me suis longtemps battu en mode mais non, c'est la vraie expérience pour les vrais gamers, machin et tout. Je suis mais en fait, en même temps, si t'as juste envie de profiter de l'histoire, c'est un peu dommage en fait si tu passes à côté de ça. Je disais ça, mais évidemment, c'est du troll. Hein. Tout le monde joue au niveau qu'il veut. Moi, ça m'amuse de contrôler mon vaisseau à l'hardcore et quand je me plante, je m'écrase et puis voilà. Mais en vrai, faites ce qui vous fait plaisir, hein. Pas de jugement. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que tu as réussi à caler la conclusion que je voulais donner à mon pince-moi le sel que j'ai pas réussi à caler dans cet épisode-là. La raison, enfin, en gros, qui était, je déteste le Cluedo, mais en attendant, j'ai quand même des gens qui viennent en boutique avec des étoiles dans les yeux quand ils me parlent du Cluedo, et je me dis, bah, vous avez pas besoin d'avoir un jeu designé par Théo Rivière pour vous éclater. Si vous vous éclatez avec 2 bouts de papier et un crayon, est-ce que finalement c'est pas ça le plus important ? Oh, c'est beau ce que tu racontes. C'est beau, je sais pas si on finit dessus ou j'ai une anecdote qui va avec, mais j'ai pas envie. C'était une belle fin, donc j'ai plus envie de la raconter. Moi j'ai envie d'avoir l'anecdote maintenant. Moi je veux avoir l'anecdote parce qu'en plus après il faut aussi que je donne mes œuvres du coup, parce que j'en avais préparé une, mais il va falloir que j'en trouve une deuxième. Vas-y, comme ça je pourrai en chercher la deuxième. Moi c'est un truc sur lequel j'ai vachement pris conscience de ça en allant chez Snake & Lattes, qui est un réseau de café-jeux au Canada anglophone, qui a été monté par un Français. Ben, que j'aime beaucoup, et à un moment je suis allé dans ces cafés-jeux qui fonctionnent très très bien, et il y avait tous les jeux qu'on aime pas trop dans le milieu, des Monopoly, des Puissance 4, des Destins, etc. Et j'étais un peu genre, pourquoi tu mets ça dans ton café, c'est naze quoi. Et Ben m'avait expliqué avec beaucoup d'intelligence, et vraiment ça a changé mon discours sur ça en disant, mais là en fait regarde, la petite famille elle arrive, et elle veut jouer à Destin, le jeu de la vie, parce qu'elle sait ce que c'est, et comme ça lui fait pas peur. Et nous, on lui dit pas oh, vous êtes des nazes, Destin c'est nul, allez, faites un Terraforming Mars. On leur dit bah, bien sûr, voilà, installez-vous. Et la petite famille, elle se pose, elle joue à Destin, et à côté, il y a des gens qui jouent, je sais pas, à Jungle Speed ou à Trio, et elle les regarde jouer, et elle se dit putain, ils ont l'air de vachement plus s'amuser que nous en fait. Et la fois d'après, ils reviennent, ils jouent ils jouent pas à Terraforming Mars toujours, mais ils jouent à Trio ou à Jungle Speed. Et là, on les a accrochés, et là, elles se disent ok, le jeu de société contemporain, c'est génial. Mais si on est dans un rapport de jugement tout de suite, c'est dur pour les gens qui découvrent un peu cet univers. Donc ça m'a vachement fait cogiter. Ouais, c'est du gatekeeping en fait. Clairement. C'est vrai qu'il faut se battre contre. Et c'est vrai que on aime bien les détester ces vieux jeux, mais au final, quand les gens ils connaissent que ça, il faut pas critiquer et il faut accueillir ça en mode c'est incroyable tout ce que vous allez découvrir en fait. Ouais. Il y a ce côté un peu naïveté découverte qui est chouette. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on commande les Skate Joe par 48, on commande des Blanc Manger Coco, on commande des Time's Up, des trucs dans le genre, parce que il faut bien avoir des produits d'entrée entre guillemets pour des joueurs qui ne connaissent absolument rien quoi. Et petite anecdote marrante sur le Skate Joe, des fois j'ai des gens qui viennent en boutique et qui en achètent 2 parce que quelqu'un leur a fait découvrir et du coup eux ils veulent le faire découvrir à quelqu'un d'autre, du coup ils en prennent un pour eux et un pour offrir. Et je trouve ça vraiment trop mignon. C'est très mignon. C'est incroyable, j'ai jamais joué au Skate Joe de ma vie, mais ça a vraiment pas l'air d'être une dinguerie. C'est pas c'est pas mauvais. Ouais. T'as déjà joué à... C'est très simple et... T'as déjà joué à Hilo ? Non. C'est pareil. Très bien. Mais c'est pas honteux, tu vois, il y a un truc de... Ouais, c'est malin. Ouais, c'est ça, tu vois, quand tu joues au Uno et tu te dis, ok, d'accord, il y a plein de problèmes, mais je passe pas un mauvais moment, il y a un peu ce côté-là de... J'y jouerai pas pendant des heures parce que c'est très aléatoire et qu'il y a plein de bordel, mais tu passes vraiment un bon moment, c'est rigolo, ça va vite, c'est moche, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est particulièrement moche par contre. Ah ouais, c'est d'une légère sonde. Ce qu'aurait pu être Sea Salt and Pepper au final, en termes de design. Ça aurait pu être très très laid, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un jeu avec des chiffres quoi, Sea Salt and Pepper.
Ah, il y a des effets, tu vois. Oui. Il fallait montrer que les poissons c'était des poissons, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose et ça aurait pu être pas très joli. Bon, Bix a fait un boulot formidable sur ça. Beau boulot. Je pense que ce podcast détient le record de l'intro et de l'outro la plus longue, avec entre les deux rien. Cet épisode est rempli de vide. Comme un discours de Macron. Allez hop, les... Oh là, attention là. Oh là là. Pardon, tu pourras couper au montage. Là. Je crois que j'ai un peu trop crié dans mon micro et je vois le truc qui a saturé de ouf. Je suis désolé Seb quand tu vas écouter ça. Bon allez, c'est mon tour. Alors moi je vous avais réservé un truc qui m'a vraiment marqué très très fort et que j'ai beaucoup aimé dans cette année 2023 et je me suis relancé dedans. En fait il traîne sur mon bureau depuis quelques temps. Ça s'appelle Chronique d'un vampire millénaire et c'est fait par Tim Hutchings. Voilà, je commence à prendre les bonnes habitudes. Très bien. Je vois ce Alors que c'est. déjà au-delà d'être un produit qu'il est chouette, c'est un produit qu'il est beau. L'édition du livre est vraiment très très ouf. Ah oui, c'est joli. Je pense que même avec les photos, ça rend pas hommage en fait à ce que c'est en fait vraiment comme bouquin. Bah, ça fait bouquin du 19e siècle quoi un peu. Ouais, mais même l'intérieur en fait est vraiment très très chouette. Ouais. Chronique d'un vampire millénaire, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose de très particulier parce que c'est du jeu de rôle et pour jouer tout seul. Bah, Donc, c'est quelque chose le qui livre est- dont vous êtes le héros un peu. C'est ça. Mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la partie improvisation solo que dans là où tu vas te laisser guider en fait dans un livre dont vous êtes le héros. Chronique d'un vampire millénaire, en gros, bah, ça raconte l'histoire d'un vampire millénaire. Voilà, tout Très simplement. Au début de votre partie, en fait, vous allez créer un vampire. Vous faites ce que vous voulez. Il y a un petit système de règles où, en gros, bah, vous allez créer votre personnage, son époque, etc. Et du coup, bah, vous allez lui faire vivre des péripéties. Vous tirez au hasard, en fait, dans le livre, en fait, des étapes de sa vie, et vous devez y réagir. Et du coup, bah, vous pouvez jouer soit en mode, bah, je lis le bouquin, je le feuillette et tout, ou alors vous pouvez jouer en mode un peu plus écrit, un peu plus rédigé, où vous allez vraiment écrire du coup un journal intime par exemple du vampire, etc. Et donc voilà, c'est vraiment très chouette. Et il y a un système de jeu que j'aime vraiment beaucoup dans Chronique d'un vampire millénaire, qui est le système des souvenirs. En fait, comme on joue un vampire en fait, bah, qui va traverser les siècles, et qu'il n'est qu'un vampire au final, et ben il va perdre des souvenirs. Et en fait, on a des slots dès le départ. On a le droit d'avoir que 5 slots de souvenirs. En fait, et au fur et à mesure, et ben on va devoir sacrifier en fait des souvenirs, des choses en fait qu'il a vécues, qu'on va devoir oublier pour les écraser en fait avec d'autres choses. Et je trouve qu'il y a un côté très nostalgie d'une époque que tu n'as pas connue, ou mélancolie de quelque chose que tu devrais pas avoir. Et c'est quelque chose de très particulier parce que c'est un jeu de rôle qui est solo, donc c'est un peu une expérience avec soi-même, et ça aborde des sujets aussi qui sont pas forcément évidents, et du coup c'est un truc c'est très bizarre, c'est de l'onanisme sadomasochiste. Voilà. Eh ben. Je vais résumer ça comme ça. Donc voilà, Chronique d'un vampire millénaire, ça vaut 29,90 chez votre ludicaire préféré. Je sais pas si c'est vendu en librairie, mais en tout cas c'est un très bel objet, et c'est une expérience de jeu qui est un peu unique, je trouve, et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc Eh maintenant, ben. il faut que je présente un deuxième truc. T'es pas obligé, mais ça donne envie par contre. Oui, mais bon, allez, si, je vais prendre un peu la facilité, puis en même temps, je vais faire un petit clin d'œil aux copains. Tout dernièrement est sorti Risk of Rain Returns, qui est le remaster de Risk of Rain, qui lui-même avait été suivi par Risk of Rain 2, qui est une série de jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et bon, déjà Risk of Rain, premier du nom, j'y ai vraiment beaucoup joué, du coup je le recommande, même si... C'est un jeu vidéo du coup. Oui, pardon, c'est un jeu vidéo, merci, excuse-moi. C'est un jeu vidéo qui est fait par une équipe de... Hostile Worlds, c'est ça? Ouais, qui était une équipe d'étudiants qui sont fait éditer par Chucklefish, ça je le sais. Ah non, Qui se sont Hostile fait Worlds reprendre c'est le nom du premier, ok, pardon. et qui se sont fait reprendre par Gearbox, si je me trompe pas. En bref, Risk of Rain Returns du coup est remaster de Risk of Rain, et du coup je vous recommanderais plus le remaster parce qu'il est mieux. En gros, on va jouer un survivant sur une planète un peu hostile, qui s'est écrasé, qui veut juste repartir sur sa planète. On est sur du roguelite, du coup on va progresser dans des niveaux, se faire casser la gueule, et essayer de survivre tant mieux qu'on peut en récupérant des items. Je recommande évidemment l'expérience multi aussi, qui est vachement chouette. Enfin, c'est vraiment une expérience de jeu qui est très très chouette. Et petit clin d'œil rigolo, j'ai lancé Risk of Rain Returns, et vlatipa qu'il y a Théoméry qui se glisse dans mes MP en me disant « Ah, t'as joué à Risk of Rain 2 ?» Et du coup j'ai fait
Ouais, un peu, je dois avoir 200 heures sur le jeu. Et du coup, la dernière fois, j'ai fait une petite partie de Risk of Rain 2, du coup, avec le bon Théo. Et pour l'anecdote, ce qui est vraiment très chelou, c'est que, en gros, ils ont sorti Risk of Rain, le premier, qui a été un gros banger dans la scène du jeu indépendant. Et ils ont travaillé, en fait, pendant longtemps sur le fait de vouloir rajouter les items de manière cosmétique, en fait, sur ton personnage. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que tu récupères un item, ça se voit sur ton personnage. D'accord. Et en fait, ils ont commencé à modéliser, en fait, en 3D pour faire des espèces de 2D et demi. Et en fait, à un moment, ils sont arrivés dans le développement, ils ont fait pourquoi en fait on ferait pas juste un jeu en 3D. Et du coup, ils ont passé d'un jeu 2D qui est Risk of Rain à un jeu du coup 3D, Risk of Rain 2. Et le passage à la 3D est juste ouf, en fait. Ils ont réussi à faire un boulot de malade sur le jeu. Et voilà. Et ils continuent de sortir du DLC dessus, du contenu. Et voilà, c'est un banger. Et du coup, je vous recommande Risk of Rain Returns et Risk of Rain 2 qui sont vraiment deux jeux qui sont très très chouettes. Je vois qu'il est sur Switch, tu sais quoi, je vais le mettre sur ma to-do list, comme ça quand j'aurai fini Slay the Spire, c'est-à-dire dans 500 heures de jeu, C'est ce que je veux dire. Ouais. je pourrais jouer à Risk of Rain Return. Bon, avant de lancer l'outro final, où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs? Waouh, là dans mon bureau. J'arrive. Excellente blague. Autrement sur internet. Non, moi je suis plus actif sur Twitter et Insta que partout ailleurs. J'essaye d'être un adulte responsable et d'aller sur Fred, Blue Sky et les autres trucs qui sont pas possédés par des milliardaires connards, mais j'avoue que c'est quand même sur Twitter que je m'amuse le plus pour l'instant. Où je suis sous le pseudo Théo avec un H _ Sacha. Voilà. Et autrement, croisez-moi en festival de jeux et discutons de Magic si jamais vous Avec avez des cheveux roses? Non, t'as arrêté. Avec les cheveux. J'aurai la barbe rose à Cannes, parce que c'était un donation goal de mon live caritatif de cette année et il a été atteint. Je confirme, j'ai croisé Théo en festival à Essen avec les cheveux roses. Moi, Ils peuvent être de toutes couleurs à tout moment. je ne fais que croiser Théo à chaque fois, j'ai jamais l'occasion de discuter avec toi, sauf la fois où on a réussi à se croiser vite fait à Cannes et j'ai réussi à 3 mètres. Mais sinon, j'ai jamais réussi à prendre le temps de discuter avec toi, ce qui me frustre énormément. C'est vrai que sur les festivals, c'est toujours un peu dur. Il y a toujours un truc c'est un peu la course. J'aimerais bien réussir à essayer de les faire un peu moins speedou, mais entre les rendez-vous pour pitcher des nouveaux prototypes, les quelques dédicaces et puis les moments de suite projet, c'est toujours un peu Eh bien, dur. sache que tu es invité au prochain événement Commander qui aura lieu à Auxerre, Commander l'Assemblée 3. On n'a pas encore exactement la date, ni le lieu, ni tous les tenants et les aboutissants, mais on est sûr qu'on va le faire. Donc du coup, tu seras évidemment le bienvenu. Et il n'y aura pas d'éditeurs de jeux de société qui s'arracheront, toi, pour te parler. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Et il y aura la piscine Écoute, en de vrai, je Bambi, crois que ça pourrait me chauffer. qui est aussi froide, comme on l'a établi, que l'océan en Suède. En vrai, je crois que ça pourrait me chauffer maintenant que j'ai un deck et j'aurais peut-être des Bobiland à ce moment-là. Donc, Moi, j'ai allez. des Bobiland, mais pas de deck, je peux venir aussi. Mais bien sûr, Charles, tu es toujours le bienvenu. En plus, il y aura mon Cube Unstable V4, je pense. Oh. Et donc du coup, vous... Ah, je fais une voiture avec Bandit et c'est parti. Let's en go. fait. Let's go, en fait. Ok, on en Bandit, reparle. par contre, il vient avec un camion, tellement il a de matos. Hein. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est ouf ça. Il vient aussi avec Alvar. C'est vrai. On n'a plus de place. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charles? Moi, vous pouvez me retrouver également sur Twitter. J'ai Avec cru mon que t'allais dire également dans le également bureau de dans le Dans le bureau de bureau Théo, de bien Théo. sûr. Donc, moi, sur Twitter, c'est @wickedfridge, comme un frigo maléfique, bien sûr. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur le podcaster Mage, bien sûr, c'est assez facile à trouver. Et dans les salles de tournoi Magic, en général. Mais pas cette fois-ci à Ghent, parce que je suis pas qualifié. Voilà, parce que j'ai été trop nul. Je t'ai pas vu au Relic Fest. C'est vrai, parce qu'il y avait un autre tournoi en même temps, je crois. Ah bah oui, Possible. j'étais en train de faire du cube avec... Ah bah oui. Pour fêter le championnat du monde de Jean-Emmanuel Deprat. J'ai été invité à un week-end de cube, du coup je ne suis pas allé au Relic Fest. Non. Ah putain, Nox c'était tellement vénère. C'est genre à 20 km de chez lui. Enfin bref. Je voulais dire un truc intelligent, mais je sais plus ce que c'était. Tu fais ça des fois, toi? Non. Ok. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit ouf. Moi, cet outro m'a rappelé que j'ai joué Pince Crâne à ma toute première AP, du coup, comme c'était son brassier. Et que j'ai mal lu la carte, et que j'ai donné +1/+1 à mes bêtes, je pense, les 3 premières rondes. Apparemment, Mais c'est comme ça c'était- qu'aurait dû être designé la Ouais, carte. Hein. le design original, c'était ça. Ouais. Ça aurait été un peu moins craqué et raté, Ouais. mais c'était quand même une belle carte, même en donnant +1/+1. Ça reste une carte correcte, je pense. Bah, c'est pas un moteur à sacrifice, quoi. Non, mais c'est bon, je pense que je vais lancer l'outro. Je vais jamais retrouver ce que je voulais dire.
Du coup, merci à vous, auditeuristes, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de madness. C'était le Pince Crâne. Bisous. À plus. Bisous.